Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, cabinet de conseil en stratégie et croissance digitale. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Bonjour à tous, je suis aujourd'hui avec Jackie Chang ou Jackie Z Chang, alors on va y revenir là-dessus. Salut Jackie. Bonjour Mathieu. Tu es le patron et le fondateur de Paris Fashion Shops, avec un S, alors à Paris aussi, mais à Shops aussi évidemment. Shops, beaucoup de magasins, donc ce sont des shops. Voilà. Alors je dis Jackie Chang ou Jackie Z parce que pour te trouver, en fait j'ai l'impression que Jackie Chang, c'est un peu comme si tu t'appelais Patrick Dupont, quoi. Au fait, le Z signifie Zhengao, qui est mon prénom chinois. Mm-hmm. Je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans et je porte un prénom chinois. Okay. Et Jackie est quelque part le prénom d'usage, D'accord. le prénom qu'on m'a donné à l'école quand j'étais enfant. D'accord. Mais du coup, en plus, étant un nom un peu international, Jackie, j'imagine que tu peux t'appeler Jackie en Angleterre, aux États-Unis. Du coup, avec un Chang qui doit être assez populaire, quand on te cherche, il faut plutôt le Z ou plutôt le Paris Fashion Shops après, c'est plus facile, quoi. Alors, Paris Fashion Shops, c'est sûr que tu vas me retrouver. Ouais. Et l'histoire de Jackie, si tu veux, ça a été aussi quelque chose qui a été... Ça aurait pu être Bruce Lee, si tu veux. Mais à l'époque, quand j'étais arrivé en France, le prénom chinois se prononçait très mal. Ouais. Si tu veux qu'on vienne dessus tout à l'heure. Ah ben maintenant, vas-y, raconte-moi. Attends, juste pour comprendre, tu es arrivé à 10 ans, oui. Et tu as aujourd'hui quel âge ? 45. 45, ok. Donc... 35 ans en France, tu vois, je suis fort en maths. Et donc à 10 ans, tu débarques d'où ? De Chine. Oui, j'ai compris, mais de où en Chine ? De la ville de Zhejiang. D'accord. À 1 heure de Shanghai. Ok. Sud, nord, ouest ? Sud-est. Sud-est, d'accord. Très bien. Qui est une grosse ville aujourd'hui ? Assez connue. Ouais. La plupart des Asiatiques de Paris viennent souvent de la région de Zhejiang. D'accord. Oui. Je lisais un peu en préparant cet épisode que beaucoup de gens, en effet, venaient de la province de Wenzhou. Alors, c'est le cas ? Exactement. C'est ça ? D'accord. Oui. Donc, j'ai regardé un peu où c'est. C'est à peu près à mi-chemin entre Hong Kong et Pékin, quoi. Hein, tout à fait. Voilà, sur la côte. Enfin, il y a une partie sur la côte. Et d'accord. Et je lisais que oui, en effet, dans les personnes qui étaient dans le chantier, dans le sentier, pardon, les Chinois qui étaient dans le sentier, j'ai un peu fait une compression de tout ça. Je lisais que jusqu'à potentiellement 95% venaient de ce coin-là, quoi. Donc c'est une mafia, quoi. C'est une famille, quoi. C'est une grande famille. Ouais, c'est mieux dans ce sens-là. D'accord. Alors on va venir sur tout ça parce qu'en effet, si je parle du sentier, c'est pas un hasard. Hein, c'est que tu es et peut-être ta famille d'ailleurs, mais dans le business de grossistes de vêtements. Tout à fait. Paris Fashion Shops et donc voilà. Raconte-moi donc. En 2 mots, aujourd'hui, Paris Fashion Shops, qu'est-ce que vous faites ? Puisque vous n'êtes pas forcément complètement connu, il est important d'expliquer à tout le monde tout de suite du grand public, puisque c'est pas une marque grand public. Oui. Paris Fashion Shops est une plateforme marketplace, B2B, d'accord, lancée il y a à peine 3 ans. Ça va faire 3 ans le mois prochain. D'accord. Ça a été lancé le 15 juin 2016 sur un constat simple, un constat basé sur mon métier d'avant, qui était le métier physique en tant que fabricant et fournisseur des boutiques de détail. D'accord. Je me suis rendu compte au bout de 20 ans de métier physique qu'il n'y avait pas d'outil aujourd'hui digital permettant aux professionnels de la mode de booster, d'accélérer leur business. Ce qui était quand même hallucinant en soi. Je veux dire, alors je vais te donner ma compréhension de ce business d'avant et peut-être d'aujourd'hui, mais il me semble que en effet, donc quand tu es allé dans le Sentier, moi j'ai eu plusieurs bureaux dans le Sentier, rue Greneta, rue de Turbigo, enfin tout ce coin-là dans le centre de Paris que j'adore, mais alors qui s'est transformé en 10 ans de manière hallucinante. En fait, tu avais des magasins, alors avec beaucoup de Chinois, beaucoup de Juifs. C'était vraiment principalement les 2 communautés hyper présentes. Et tu achetais
généralement, c'est beaucoup de gens qui étaient des magasins multimarques de toute la France, peut-être même d'Europe, de l'étranger, oui. qui débarquaient, qui rentraient là-dedans et qui achetaient dans ces boutiques où tu pouvais pas acheter un vêtement à l'unité. Hein. C'était vraiment l'idée d'acheter toutes les tailles, une collection, enfin voilà. Et tu achetais des choses pour ta boutique, c'est ça? Donc tu devais te déplacer. Tout à fait. Le Sentier a fourni, je dirais, la France, mais aussi le monde entier en produits de mode, en produits textiles. Paris a toujours été connu pour la mode parisienne et c'est mondialement connu, réputé. D'accord. D'où aussi Paris Fashion Shops, parce que la mode parisienne, elle est dans le monde entier réputée. Et donc, toi, tu es en train de me dire qu'en 2016, il y avait encore aucun... Alors, il y avait peut-être des grossistes qui vendaient en ligne quand même. Oui, en B2B, disons que si je prends globalement Paris et Île-de-France, où la mode se fait aujourd'hui essentiellement, s'approvisionne de Paris, oui. Je prends d'abord Sentier. Depuis 30 ans, Sentier a toujours fourni les boutiques multimarques de France, d'étrangers. Okay. Et cette mode parisienne s'exporte aujourd'hui à travers le monde en physique, mais pas sur la partie digitale. Il y a forcément des marques qui ont leur propre site internet, mais souvent ces sites internet sont pas à jour. Et souvent, ils sont plus B2C que B2B quand même. Je veux dire, un Naf-Naf, il va vendre, je sais pas, je parle de Naf-Naf parce que je pense, mais je sais pas, peu importe quelle marque dans le Sentier, mais ce que je te fais signe, c'est qu'il faut faire attention à pas toucher le câble parce que sinon, hop, voilà. Et on est bon. Et du coup, ils ont des parties B2B sur leur site quand tu les cherches un peu cachées ou d'autres sites? Alors, moi, je m'occupe essentiellement dans un premier temps des marques qui ne sont pas des chaînes de magasins type Naf-Naf, Koukaï ou autres. D'accord. Okay. Ce sont avant tout les fabricants ou les créateurs parisiens sur lesquels nous avons commencé à rentrer sur la plateforme. Ok. Pour ces petites marques, ça représente plus ou moins 2000 acteurs sur la région parisienne. Ok. On parle de Sentier, on parle du 11e arrondissement et on parle aujourd'hui beaucoup d'Aubervilliers. Bien sûr. Qui est devenu le nouveau Sentier parisien. Oui, il y a eu, et ça, ce mouvement, il a été vraiment accéléré par la communauté chinoise, je crois, hein, oui. Avec ce que je lisais, donc ce qu'on appelle le CIFA. Le CIFA, tout à fait. Qui est le Centre international France-Asie, et qui a vraiment alors poussé une sorte de nouveau concept qui est cet énorme centre commercial des grossistes. Donc pour ceux qui ont regardé par exemple Entourage, la série, on voit des scènes de police qui se passent au CIFA, je crois. Donc voilà, l'idée c'est qu'on arrive, on va acheter des choses en gros, on vient avec son camion, on repart et puis c'est parti, c'est ça. Hein. Alors pour ceux qui n'ont pas Netflix et qui regardent pas Entourage, il y a aussi La Vérité si je mens 1, 2 et 3. Tu vois l'évolution aussi de cette partie-là. Et qui doit être d'ailleurs assez drôle parce que à vivre, donc toi tu l'as vécu quand même tout ça, c'est-à-dire moi c'est ça qui me passionne et qui m'intéresse, c'est que ce business de la SAP, des fringues quoi, c'est quand même un truc qui a beaucoup évolué donc en 35 ans en tout cas depuis que t'es en France. Tes parents étaient là-dedans toi? Oui, ils étaient dans la maroquinerie. D'accord. Ils ont commencé, moi j'ai grandi là-dedans. Oui. Quand j'étais arrivé en 84 en France, oui. Avec mes parents, mes 2 frères, mes parents ont commencé à lancer un petit atelier de fabrication dans le Sentier, à Rumélé, dans le 3e arrondissement. T'es l'aîné, le plus petit? Non, le plus petit. Ok. C'est bien les plus petits, moi aussi je suis le plus petit. On a été un peu bichonnés, c'est bien. Et du coup, alors pour revenir là-dessus, tu te souviens de la Chine, puisque t'es arrivé à 10 ans? Pas énormément. Mes souvenirs vastes, c'était les 3 années d'école. Ouais. En temps de 7 à 10 ans. D'accord. Je me souviens surtout de la France. D'accord, bah évidemment. Je vais te raconter une anecdote très simple. La première fois quand j'ai pris l'avion, c'était pour venir en France. Et figure-toi une chose, j'ai pas mangé, j'ai pas bu quoi que ce soit avant de prendre l'avion. On savait pas qu'il y avait des toilettes dans l'avion. D'accord. Tu te rends compte de l'histoire? Et pourquoi vous êtes venu? Mon père était arrivé 2-3 ans avant nous. Il avait une idée en tête, lui, qui se disait... à la base, mon père était négociant en poissons, en fruits de mer et en poissons en Chine. D'accord.
Et il achetait le poisson dans un village à côté, il revendait le poisson à la criée, dans notre village business, à nous. Ouais, il était dans le business. Ouais. Et il a voulu que ses enfants grandissent dans un autre environnement. D'accord. Donc, à travers l'aide de ses amis, il a réussi à arriver en France. Et pourquoi? Parce que c'était très pauvre? C'était pas forcément très pauvre, mais disons que je pense que c'est plus une vision qu'il avait de se dire, OK, l'Europe, la France, c'est là où je voudrais que mes enfants grandissent et c'est là où je voudrais que mes enfants évoluent. D'accord. Et on est arrivé en France par le système de regroupement familial en 84 avec ma mère et mes deux autres frères. Et à partir de ça, mes parents ont lancé un atelier de fabrication de maroquinerie dans le 3e arrondissement. Et c'est là où j'ai grandi. Et dans l'atelier, quasiment, du coup? C'était un bail mixte. Un bail mixte où tu avais 150 mètres carrés, tu avais des machines à coudre et tu avais une petite partie d'habitation. Et ça veut dire quoi, lancer un truc comme ça? Ça veut dire qu'ils étaient tous les deux, ils faisaient tous les deux au début? Ou ça veut dire qu'il y a eu tout de suite quand même 3, 4, 5 personnes qui bossaient avec eux? C'était une affaire familiale. Un petit atelier familial où, tu sais, dans la rue Mélée, dans le 3e, tu avais la rue du Temple, où on livrait la fabrication, les sacs à main qu'on fabriquait, à Caddy, aux grossistes qui étaient installés à la rue du Temple. D'accord. C'est comme ça qu'on a débuté. C'est comme ça, je pense aussi, que beaucoup de Chinois, de Chinois arrivés en France ont démarré leur activité. Caddy, c'est un nom qui me parle, c'est un truc énorme, non? Caddy, non, c'est, si tu veux, dans les films, c'est le caddie, c'est le diable que tu pousses et tu mets tes cartons sur le caddie. Ok, très bien, pardon. Ok, je croyais que c'était. Mais tu produisais du coup pour qui? Enfin, tes parents. Mes parents produisaient pour les grossistes de la rue du Temple, rue de Gravilliers, rue Homer. Tu sais, tu avais tout un business avant de grossistes de maroquinerie auparavant. Ouais, ok. Qui ont disparu d'ailleurs. Et ils bossaient comme des malades, non? Pire que des malades. Ouais. Il n'y avait pas d'heure, il n'y avait pas... Eux, je vais te dire, ils ont appris 3 mots en français. Ouais. Bonjour, merci, au revoir. Et tout le restant, c'était boulot, boulot, boulot. Donc le travail. Et s'ils sont là aujourd'hui, c'est par la force du travail qu'ils sont là aujourd'hui. Mais ce qu'ils ont fait, pour moi, ce que je considère, c'est que ils ont posé la première pierre et c'était la version 1. Pardon, non, il y a un... Il y a un vrai truc sur le travail culturel. Alors, je sais pas si c'est parmi des pairs de la province de Wenzhou, si c'est pour les Chinois immigrés en France, pour les Chinois dans l'absolu. Tu vas me dire un peu tout ça, mais en termes de travail, je veux dire de résilience, de volume de travail, voilà, j'ai l'impression que c'est un. Alors, c'est peut-être aussi un truc plus largement d'immigrés, hein, je sais pas, mais c'est assez violent. Enfin, quand je dis violent, c'est pas dans le mauvais sens du terme, c'est waouh, tu vois, ça bosse grave, quoi. Généralement, les Chinois, ils ont pas peur du boulot, de bosser. Et ils sont d'ailleurs connus pour leur implication dans le travail et pour aussi le côté apport en volume de travail. Quand il faut livrer dans 3 jours, tu as des centaines ou des milliers de pièces à livrer dans 3 jours, bah, c'est des nuits blanches. D'ailleurs, dans cet atelier-là, tout le monde voulait, tous les habitants de cet appartement, de cet immeuble, voulaient qu'on parte. Oui. Tu vois? Parce que t'avais les machines qui tournaient encore le soir à 22h et c'est comme ça qu'on a grandi. On a grandi dans les cartons, dans les sacs à main, dans l'atelier. Avec des gens qui se disaient autour, mais ces mecs s'arrêtent jamais, quoi. C'est ça. C'est un peu ça. Et en plus, c'est des quartiers qui sont devenus, il était peut-être moins en 84 ou qui sont devenus très bourgeois, très chers, très. Là, tu pars du côté du sentier, du temple. Ouais, du temple, et ouais. Évolution naturelle de la vie. Et rassure-moi, tes parents avaient acheté? Malheureusement non, à l'époque ils avaient pas acheté. Ouais, j'imagine, c'était compliqué. Ouais. Bah, tu sais, quand tu démarres peut-être, à l'époque c'était encore en francs. Ouais. Ouais, tu démarres peut-être avec 50 000 francs ou quelque chose comme ça et tu te dis tu vas monter un atelier, acheter des machines, acheter de la pocerie pour couper et monter les sacs à vendre. Oui, t'achètes pas les murs, c'est sûr. Pas pareil. Avec 20 000 francs à l'époque, je pense pas que tu puisses acheter des murs encore. Et comment c'est quoi du coup la suite de l'histoire de tes parents? On reviendra évidemment à la tienne, mais ça a été une grande réussite, ça a été un atelier. Ils sont arrivés où? Je dirais que la plus grande réussite pour eux, c'est que nous, on ait pu évoluer dans un univers autre que notre univers
de prédilection, qui était la Chine, et peut-être finir négociant en poisson ou je ne sais quoi, ou peut-être finir autrement. Ce qui est très bien, cela dit, mais autre chose, quoi. Ouais, d'accord. C'est pas ce qu'ils voulaient pour vous. Ils ont préféré qu'on ait cette double culture et qu'on puisse évoluer dans un autre environnement. D'accord. Et du coup, tu te souviens de ton arrivée, toi? Parfaitement, oui. Ouais. Oui. Arrivé à l'école, surtout. Ouais. Quand tu parles pas un mot de français et que tu atterris dans une école où tu te dis, OK, j'ai jamais vécu ça auparavant, comment il faut se comporter. Mon premier morceau de fromage, par exemple, j'ai dû attraper mon nez pour l'avaler. Ouais. Tu vois? Donc tout ça, ce sont des choses qui sont mémorables. Et l'école, donc t'es arrivé, t'as été scolarisé immédiatement. J'ai eu cette chance-là. Ouais. Mes deux frères qui sont un peu plus âgés que moi, 6 et 9 ans de plus que moi, ils n'ont pas eu cette chance-là. Ils ont fait les cours du soir. D'accord. Les cours du soir, Alliance française et autres. Et ça a été dur, cette acculturation ou... Le démarrage était un peu plus compliqué, mais je me suis aperçu que j'avais cette chance de pouvoir intégrer une école normale, et c'était à moi de me battre pour y rester et pour évoluer là-dedans. Parce que t'arrives, tu parles pas un mot de français, évidemment. Non. Et c'est venu assez vite. C'est venu assez vite. Quand t'es petit, on te donne un ballon, tu vas au jardin, tu commences à jouer un petit peu avec les camarades et tu commences à apprendre les premiers gros mots et après, ça s'enchaîne. Et du coup, t'es peut-être celui qui a parlé le plus vite français, non? Dans la famille, oui. Ouais. C'est drôle, t'es le plus petit et tu débarques et en fait, au bout de quelques mois, j'imagine que si tes frères étaient moins scolarisés que toi... Au fait, pendant ces 10 années où j'ai grandi, je dirais, j'étais à l'école et avec la famille qui avait l'atelier de fabrication, du coup, c'était moi le traducteur pour tout. Ma mère avait besoin de quelqu'un pour aller à l'hôpital, j'étais avec elle. Mon frère avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner pour aller acheter du cuir, j'étais avec lui. Mon père avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner chez le dentiste. C'était moi. Il fallait qu'on m'attende, finir l'école, jeter mon sac à dos sur le bas du canapé et dire OK, on y va. Ça a toujours fonctionné comme ça pendant 10 ans. Tu vois. T'as commencé, toi, à bosser comme traducteur, en fait, quoi. Plus que ça, parce que quand je finissais l'école, il fallait que je rentre à la maison bourrer les sacs à main ou piquer les bandoulières pour les sacs à main. C'est ce que j'allais te demander. Du coup, tu bossais un peu pour le business familial, quoi, forcément. Contribuer à la vie familiale, c'est normal. Pour moi, ça fait partie de ce qui est famille. Ouais. Ce que nos parents donnent, on doit bien leur rendre quelque part. Oui, non, je suis d'accord. Souvent, on leur rend plus tard dans la vie, mais si on peut aussi leur rendre au fur et à mesure, c'est intéressant. Ils travaillent toujours, tes parents? Ça fait longtemps qu'ils sont à la retraite. D'accord. Et tes frères, du coup, parlent français maintenant? Oui. Ils se débrouillent sans toi? Ils se débrouillent. D'accord. L'émancipation a été assez rapide. D'accord. On va y venir aussi. Au fait, à partir de 20 ans, à partir de mes 20 bougies, je me suis dit, écoute, mes parents fournissaient les grossistes de la rue du Temple ou dans le quartier sur une seule base de valeur qui était la valeur du travail. Et je me suis dit, nous, en tant que version 2, justement, je disais mes parents version 1 et nous, la version 2, nous devons évoluer. Nous devons évoluer et apporter une valeur supplémentaire au travail. Et c'est pour ça que j'avais décidé à l'âge de 20 ans de quitter l'école et de lancer ma première boîte. D'accord. Alors, t'as quitté quelle école? J'étais pas dans une grande école parce que pour moi, Mathieu, t'as plus l'habitude de recevoir des HEC, non, j'ai de tout, je t'assure que j'ai de tout, et j'adore avoir de tout. J'ai eu, je sais pas par rapport à cet épisode, à quel moment je vais forcément le sortir, mais j'ai eu une jeune femme, Héloïse, qui a fait en même temps Sciences Po et une maîtrise, un master de maths. Et puis j'ai des tas d'autodidactes et je trouve ça fantastique. Et j'ai eu une série trop importante, à un moment j'en parle, c'était plutôt vers l'automne 2018, je dirais, trop importante d'HEC. Et je voulais surtout pas, en effet, donner cette image que tu peux réussir que en faisant HEC, mais je pense qu'aujourd'hui je me suis bien rattrapé. Et en l'occurrence,
je crois vraiment, vraiment, vraiment que, à part le réseau que t'apportent ces écoles, aujourd'hui, tout va tellement vite que c'est vraiment une gymnastique d'esprit qui va être le plus important. Le réseau, c'est quelque chose, parce qu'évidemment, au-delà du réseau même, c'est une sorte de franchise. Je sais que moi, quand je vois un jeune qui débarque chez Cosa Vostra et qui me dit j'ai fait Sciences Po, HEC, ou j'ai fait l'ESSEC, j'ai fait, bon, je peux toutes les citer, le SCP, je sais qu'il y a quand même un câblage qui a été préétabli, ou des gens qui ont beaucoup bossé à un moment déjà. Et ça, c'est intéressant d'avoir des gens qui se sont dit très jeunes, attends, moi je vais bosser beaucoup, etc. Donc il y a quelque chose, mais en effet, ça doit pas être exclusif, surtout pas. Enfin, si on élimine les gens juste parce qu'ils n'ont pas fait leurs écoles, alors surtout quand en plus quelqu'un comme toi ou moi, quand t'arrives à 35, 40, 45 ans, je veux dire, l'école n'a plus aucun impact. Elle est 15 ou 20 ans derrière. On parle de 3, 4 ans de ta vie, quoi. C'est rien en vrai. Donc, non, je reviens là-dessus parce que je ne peux pas te laisser dire ça, Jackie. Voilà, excusez-moi pour cette interruption. Donc, t'étais où à 20 ans? Paris. Oui, dans toujours une fac Paris. Ou dans un lycée Au fait, j'ai quitté l'année du bac. D'accord. 20 ans, tu vas me dire, d'habitude, c'est 18. Oui. Mais j'ai commencé, parce que je suis arrivé en France à l'âge de 10 ans, et j'ai commencé par une école qu'on appelle une CLIN, une classe de CLIN. Ouais, d'accord. Ensuite, une classe de non-francophones. Okay. Ensuite, j'ai récupéré la scolarité normale qui est de la 6e jusqu'à la terminale. D'accord. Et j'ai quitté l'année du bac parce que mon prof mon prof principal, qui était prof de commerce, séchait ses cours. D'accord. Donc je me suis dit, écoute, bon, le prof arrête pas de sécher. À la fin du premier trimestre, je me suis dit, il faut se lancer, il faut partir, il faut faire quelque chose. D'accord. Et cette version 2 a démarré à partir de ça. D'accord. Alors première boîte, 20 ans, oui. Sans bac, du coup. Sans bac. Tu l'as pas passé? J'ai été parce que j'avais payé mon timbre. D'accord. Tu sais, j'avais payé mon timbre parce qu'à la fin du premier trimestre, on te dit il faut payer le timbre pour t'inscrire et tout, machin truc. Donc j'ai été sans révision et quoi que ce soit, et c'est vraiment une connerie que j'avais faite parce que j'aurais dû quand même réviser. Mais j'avais déjà monté ma boîte, donc du coup je me suis dit allez, passe quand même le truc. Et j'étais admis au rattrapage, sauf qu'au rattrapage je me suis dit c'est les cours, c'est l'année du cours et c'est pas la peine d'y aller. D'accord. D'accord. Donc grosse connerie de ma part. Oui. Et à un moment ou à un autre, il va falloir que je repasse. Si t'as été là, tu devrais passer ton bac là. Je devrais le repasser histoire d'avoir au moins le bac. Mais on s'en fout. T'as plein d'autres choses, Jackie. Attends. Non, ça c'est du. Après, non, repasser. Je suis sûr que après, avec tout ce que tu as fait depuis, j'espère bien qu'on pourrait t'admettre en licence, en DUG, de commerce, parce qu'en fait, t'as prouvé par autre chose. C'est pas ce bout de papier, j'imagine. Donc première boîte. Première boîte, fabrication de maroquinerie, et j'ai voulu apporter cette couche de créativité en plus que mes parents n'avaient pas sur leur première couche. Donc mon idée était de me dire, écoute, il y a des gens, tu sais, quand t'es jeune, t'es un peu rêveur et t'es un peu aussi trop rêveur d'ailleurs. Tu te dis, il y a des gens comme Chanel, comme Dior, qui ont lancé leur boîte de cette façon-là. Bien sûr. Pourquoi pas toi? Ouais. Tu vois? Donc tu te dis, ok, tu vas te mettre à créer des sacs à main, de la maroquinerie. J'avais pris un petit atelier dans le 11e arrondissement, la rue de la Fontaine-au-Roi, au 56. Je me rappelle très bien, de temps en temps, je passe encore devant. Et je me dis, ok, un petit atelier de 200 mètres carrés, on va embaucher, on va fabriquer. Petit atelier de 200 mètres carrés, c'est pas si petit, quoi. Mais ouais. Mais il te faut de la surface, tu sais, pour fabriquer de la maroquinerie. Et tu faisais pas ça avec tes parents? Non, j'ai voulu lancer ma boîte et je me suis dit, vous avez toujours fabriqué, on va dire, vendu, parce que vous faites un prix qui est pas cher. Mais aujourd'hui, si on apporte à ce produit-là de la créativité, la couche supérieure, une image, la couche supérieure, la version 2. La marque, oui, la marque que j'ai appelée Coloris. D'accord. Et je me suis dit, je vais faire les salons en France et à l'étranger pour pouvoir vendre à des boutiques françaises, mais des boutiques aussi étrangères, leur apporter cette touche parisienne. Donc on est en 94, 95 par là. 94. Et tu crées cette boîte tout seul? Oui. Avec quoi? Quel apport? Du coup, c'est tes parents? Ils te donnaient un peu d'argent quand tu bossais avec eux, quand tu faisais les traductions? Oui. Mes parents m'ont dit, écoute, tu veux quitter le foyer familial, monter ta boîte, super, génial, ok. Maintenant, tout ce qu'on va pouvoir t'aider et t'apporter, c'est
100 000 francs. 100 000 francs, à 15 000 l'époque, euros. ça représente 15 000 euros, c'est ça. Dis, écoute, c'est un petit peu ton enveloppe pour ton mariage. Si tu perds ton futur mariage, j'étais pas encore marié, si tu perds cet argent-là, bah, tant pis pour toi, tu te démerderas. Bah, si tu gagnes, tant mieux pour toi. C'est à toi de faire en sorte de gagner. Attends, mais je reviens parce qu'en effet, il y a l'histoire vous avez culturellement des histoires de dot et de choses comme ça. Exactement. Donc eux, ils étaient là-dedans, j'imagine, toujours. Traditionnellement. D'ailleurs, j'y pense, mais vous étiez 3 enfants. Il n'y avait pas encore c'est après que c'est venu l'histoire C'était le plus petit qui a quitté le foyer familial avant les 2 grands. D'accord, ok. Un peu kamikaze. Ouais. Et je me suis dit, ok, il faut se lancer. Bon, bah, on y va. Ok. À un moment donné, il faut se jeter à la piscine et tu te dis l'eau est froide ou chaude, tu t'en fous. Tu te jettes dedans et c'est parti, quoi. Coloris. Coloris. Du coup, d'accord. Quand tu commences avec quoi? Donc c'est 200 personnes. Combien de Non, avec 3 personnes, j'ai Non, c'est 200 mètres carrés, pardon. Oui, 200 mètres carrés, 3 personnes. Oui. Et première collection. Enfin, raconte-moi comment ça se passe. Terrible. C'est vrai. Catastrophique. Première collection, tu t'y lances, tu te dis, ok, tu vas prendre un stand au salon pour pouvoir présenter tes collections, tu vas aller prendre rendez-vous avec des acheteuses des Galeries Lafayette ou de Printemps pour pouvoir coller tes collections et dire, ok, c'est une nouvelle petite marque parisienne. Et souvent, tu sais, les premiers échecs, ça te renforce encore et t'apprends, tu dis, bon, la vie, elle est pas si facile que ça, elle est pas si rose. Et tu te dis, ok, bah, il va falloir te battre et aller, et continuer à aller. La première question qu'on te pose souvent, c'est que, tu sais, Jackie Chang, t'es chinois égale, t'as une image qui te colle à la peau. C'est ta seconde peau d'ailleurs qu'on l'appelle. La seconde peau, c'est quand tu présentes un produit, on te pose la question, c'est du Made in China? Ou alors on te dit, bon, t'as copié ça quelque part ou tu t'es inspiré de quelqu'un. J'ai l'impression que quand tu arrives ici, quand tu arrives en France, quand tu présentes, quand t'es dans la mode surtout, quand t'es chinois, souvent, on va te dire, ok, bon, bah, ça doit être une copie de quelque chose et forcément, ça doit être pas cher. Oui, il y a des clichés et je dis évidemment dans le sens, c'est pas évident ou normal. Je dis évidemment, on le sait, quoi. Et c'est vrai que tu peux les voir à différentes strates et différents étages. On en parle dans un épisode récent avec la fondatrice de Smallable on se dit en fait que Cécile Roderer, on se dit que je lui demande si elle est parisienne et en fait elle est parisienne depuis 20 ou 25 ans et ça me fait marrer parce que c'est la petite guéguerre déjà entre Parisiens et voilà, moi je suis né en province et j'ai eu plusieurs auditeurs qui m'ont dit... T'es pas né en Chine. Non, je suis pas né en Chine, mais je veux dire, j'ai plusieurs auditeurs qui m'ont dit t'es parisien quand il y a marqué Paris sur ton lieu de naissance, tu vois. Et en rigolant, mais c'est une petite guéguerre assez drôle et elle me fait rire. Elle est moins drôle, j'imagine, quand t'es chinois et que ça te met des barrières, mais... je veux dire, c'est des strates même de couches sociales, voilà. J'imagine que quand tu t'appelles avec un nom à particules, dans certains business c'est plus facile, dans d'autres ça l'est moins. Donc voilà. Ce qui est intéressant, je pense, et tu vas me dire à quel point j'ai tort ou raison, mais de ma perception, c'est que je pense qu'en 2019, 2020, il y a quand même un sacré retournement de situation. C'est-à-dire que ce que tu as vécu, toi, peut-être pendant de 95 à 2015, je sais pas, tu vois, mais dans le business, je pense qu'être chinois ou d'origine chinoise à l'horizon de 2020, c'est quand même un sacré putain d'avantage, tu vois. Enfin, il y a, en tout cas, tu vois, il y a quand même un champ d'opportunités. Moi, j'ai découvert Alibaba en 2010, 2011, 2012. J'ai commencé à faire des trucs dessus, à commander des choses. Je comprenais pas bien les gens culturellement. Je veux dire, tu peux faire des trucs incroyable quand même avec la Chine, tu vois. Alors après, il y a d'autres mouvances. Il y a évidemment aujourd'hui le commerce responsable. Il y a faire moins voyager les vêtements, moins voyager mais l'électronique. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites quand même. Voilà, donc je pense quand même que il y a aujourd'hui des il y a une évolution. Il y a une évolution. Et je dirais que tu as le côté US où les GAFA. Ouais. Et tu as le côté BATX où tu as Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Ouais.
Je dirais que ça... C'est donc, pour ceux qui connaissent pas, un GAFA, c'est Google, Amazon, Facebook, Apple, pas forcément dans cet ordre-là. Et donc, les géants chinois aussi sur la tech que tu viens de citer, donc les BATX, tu les as cités un par un. Je vais pas m'y replonger, mais je pense que je pourrais. C'est l'équivalent de Google. Voilà, Amazon, Baidu, etc. Et donc, c'est les, dans tout ce qui est tech, intelligence artificielle, électronique, c'est vraiment tous les géants qui les plus grosses valorisations boursières au monde, hein, d'ailleurs. Et voilà. Et donc, on voit quand même que, bon, après, je vais rien apprendre à personne, mais que aujourd'hui, la bataille, elle se livre entre les États-Unis et la Chine sur le commercial. Et je pense que du coup, être chinois, sachant que dans le monde occidental, en tout cas, mais même en Afrique, il y a quand même des choses où aujourd'hui, tu peux, j'imagine, si t'es malin, en tirer sacrément parti, quoi. Profit. Le chinois étant la langue la plus parlée dans le monde, donc ça aide aussi. Tu parles quel le chinois? mandarin. Le mandarin, d'accord. Le mandarin. Et c'est sûr qu'avec le mandarin et l'anglais, tu peux traverser la terre entière. Le français un peu moins. Un peu moins. On est quand même la langue la plus belle au monde. Le français. Bon, j'espère que mon père nous écoute, parce que mon père a toujours été persuadé qu'on pourrait quand même réussir à faire en sorte que le français soit la langue internationale. Mais je crois que ce combat est bien perdu depuis longtemps. Ok, pardon, mais tu es d'accord avec ce que je dis, ou c'est est-ce que c'est de moins en moins compliqué? Est-ce que tu vois ça comme une force? C'est l'évolution du monde et l'évolution aussi des mentalités. Je dirais qu'à un moment donné où tu te dis aujourd'hui, quand tu arrives, rien qu'arriver à l'aéroport de Roissy, Charles de Gaulle, tu te dis les pancartes, c'est écrit en chinois et en anglais. Je ne suis pas sûr si c'est écrit en français. Encore heureux, je pense. En tout cas, les trois langues, c'est français, anglais et chinois. Et quand tu vas dans les grands magasins parisiens, les vendeuses parlent généralement le chinois aussi. L'évolution est aussi dans le mœurs de consommation et le volume que la clientèle chinoise représente aussi pour la France aujourd'hui. Ça fait des changements dans les jugements, je pense. À quelle fréquence t'es retourné en Chine, toi, depuis que t'es venu en France? Alors, pendant 10 ans où j'étais fabricant parisien, pratiquement pas. Une ou deux fois, peut-être sur les 10 années. Et ensuite, lorsque j'ai commencé le métier du prêt-à-porter, parce que il y a eu 10 ans où j'ai fabriqué de la maroquinerie à Paris. Du cuir, hein. C'est ça. Des sacs à main. Je reviens là-dessus, c'est important, parce que le cliché qu'on te collait, c'est Shang, donc Made in China, alors que c'était vraiment pas vrai, quoi. Toi, t'étais complètement dans du Made in Paris, quoi. J'étais pas plus parisien que ce que tu faisais, quoi. C'est peut-être la raison pour laquelle je colle toujours un Paris sur mes étiquettes. Pour dire que je suis parisien. Profondément parisien, tu vois. Je me rappelle très bien, lorsque j'étais sur les salons Rouznex ou première classe, quand je présentais mes collections pour prendre des commandes, la plupart des clients, qu'ils soient français ou étrangers, quand ils venaient sur le stand, posaient la question, c'était Made in China, c'est ça? Et moi, je leur répondais, tu sais, Mathieu, oui, moi, je suis Made in China. Mais tous les produits que vous voyez sur le stand, ce sont des produits parisiens et Made in Paris. Tu vois? Et ça leur faisait rigoler, mais en même temps, ils disaient, bon, bah, ça doit forcément, comme le dirigeant est chinois, forcément, ça doit être moins cher que le stand à côté, t'as un blond à côté, bah, forcément, lui, il peut vendre au prix. Et moi, je dois être moins cher que le stand à côté. Fallait te cacher, Jackie, quoi, derrière. Jérôme Paille. Oula. Moi, je me suis dit, ok, bah, c'est comme l'histoire de faut se lancer à la piscine, peu importe la température de l'eau, bah, il faut y aller. Donc, je me suis toujours mis à l'avant et c'est peut-être une erreur. Je vais y réfléchir à ton Non, il faut assumer son statut, ses origines. Non, j'ai dit ça en rigolant. Donc Coloris, qu'est-ce que ça donne Alors pardon, on va revenir sur ma question juste avant. Tu y es allé donc après ces 10 ans où tu n'es jamais retourné en Chine? Peu. Et ensuite, pendant la décennie qui suit, la maroquinerie, j'avais commencé à lancer le prêt-à-porter. Prêt-à-porter, quand tu avais cité tout à l'heure du centre de Gros à Aubervilliers, le CIFA, c'est là où on a commencé à nous installer à Aubervilliers,
On était à Paris auparavant. Oui. Au niveau de magasins de gros, on était dans le Sentier. Et ensuite, on s'est installé, on a commencé à installer nos bureaux et ensuite le magasin aussi dans Aubervilliers. Et c'est là où le métier du textile a pris. On faisait 1 million la première année, on faisait 3 la deuxième année, on faisait 6 millions la troisième année. Et c'est là qu'on se dit, OK, il faut aller vite, il faut aller dans ce métier qui a un fort potentiel. Et c'est là où on a commencé à faire fabriquer en Asie. Et j'allais quasiment une fois par mois, je passais 1 semaine par mois là-bas pour gérer la production, pour gérer les fournisseurs. Alors je vais t'arrêter là parce qu'on va revenir là-dessus dans le détail après. Pour recontextualiser, quand on est à Aubervilliers au CIFA, on ne produit plus du coup là-bas. Il n'y a pas d'usine, il n'y a pas d'atelier, je veux dire. Le style se fait Paris toujours. Ouais. C'est dessiné à Paris, c'est créé à Paris. Design in Paris, made in the world. Ouais, c'est ça. Oui. C'est comme Apple. Mais du coup, avec Coloris, tu continues à produire à Paris. On avait arrêté la maroquinerie au bout d'un moment. On s'était dit, OK. Combien de temps ça dure, ça? Ça a duré 10 ans. Quand même? Ça a duré 10 ans. D'accord. 10 ans, combien de temps de maroquinerie? 10 ans de maroquinerie. Ah ouais. Et donc, de 94 à 2004. Et ça donne, c'est quoi les chiffres de Coloris, du coup, en personnes, en chiffre d'affaires, je sais pas, en rentabilité? T'étais rentable? Rentable, oui. Ouais. D'ailleurs, moi, j'étais rentable dès la première année. D'accord. Quand j'ai commencé à fabriquer. Et la deuxième année, on m'a planté. Tu sais, quand t'es jeune, tu démarres l'activité, t'as un gros client qui vient te voir, il dit, t'as l'âge de mon fils, tu pourrais être mon fils. Écoute, on va fabriquer, on va se lancer sur ce marché, sur X autres marchés. Et, on va étaler un peu de crédit. Au bout d'un moment, tu te dis, OK, bon, c'est un gars qui est bon, il va commencer. Dès l'instant que tu commences à faire confiance et tu te dis, OK, au bout d'un moment, tu as les échéances qui se rallongent et tu dis, il y a un problème parce que le gars, finalement, il se paye sur les produits que je livre et mes premières commandes vont jamais être payées. Tu sais, il y aura toujours une dernière commande qui sera pas payée. En France, on a l'habitude d'instaurer un système de paiement par traite. Je pense que ça existe encore. On vient toujours te demander un crédit. C'était 90 jours fin de mois le 10. Entre le temps que tu achètes la matière, les produits et tout ça, c'est 6 mois de temps de trésorerie, tu vois. Non, mais c'est un truc de ouf. Parce que, alors déjà, ça n'existe plus parce que je crois que 90 jours fin de mois, c'est plus légal. Il me semble que le maximum en France, c'est 60 ou 45. 45, t'as raison. Mais oui, c'est ça. En gros, toi, on te dit, par rapport au jour où tu livres, généralement, c'est ça, tes 90 jours, ils sont prêts à partir de ce moment-là. 90 jours fin de mois le 10. Ouais. C'est-à-dire qu'il te fait livrer le 1er du mois ou le 3 du mois, avant le 5 du mois. Ouais. Et tu as déjà à la fin du mois, ça fait déjà 4 mois que tu te donnes en crédit. Donc, comme toi, les matières, tu les commandes avant et tu les achètes avant. Du coup, ça te fait 6 mois de trésor à financer. L'aventure, si tu veux, ma première boîte, j'ai dû la fermer au bout de 2 ans. Je me suis fait planter par un de mes plus gros clients. Et on a continué dans ce métier-là. Et donc, tes clients là-dessus, c'était des clients qui étaient des Français, des Occidentaux. Français de pure souche. Ouais, et qui avaient des... Il y avait cette sorte de défiance, toujours, tu le dis, alors qu'on peut voir dans La Vérité si je mens, mais ailleurs, de Chinois d'origine versus Français ou... Non, les clients pouvaient être de n'importe où. C'était pas ça le problématique, mais je pense que la problématique, c'est plus le côté, on va dire, crédit à faire. Et ça fonctionnait comme ça. Et tout le monde demandait pas un crédit, mais de payer par traite. Oui, et puis c'était quand même j'imagine que le business des vêtements dans les années 90, le sentier était un peu différent. Ouais. Bon, le sentier, c'était plus le système de cash and carry. Ouais. Tu viens, tu veux de la marchandise, tu payes et on te livre la marchandise ou tu prends la marchandise. Ouais, là, c'était vraiment... Le métier de la maroquinerie, c'était un peu plus stable ou plus, tu sais, institutionnel. Et ce qu'on te commande là, par exemple, c'est combien de sacs on t'a planté pardon, je parle de maroquinerie, je vois des sacs, mais quel volume d'affaires? Ça représentait, c'était encore en francs à l'époque. Ouais. C'était 200 000 francs. D'accord. Les impayés 230 000 euros. Oui, donc c'est ta marge. Oui, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Énorme, oui. Donc tu fermes?
j'ai fermé ma première boîte, mais j'ai enchaîné tout de suite avec une seconde boîte où mon beau-père, qui n'était pas encore mon beau-père à l'époque, mon épouse a rejoint l'activité assez rapidement. D'accord. La première, du coup, ou la deuxième? J'ai qu'une seule épouse, Mathieu. Non, la première activité, voilà. Alors, juste entre parenthèses, mon épouse, ça fait 26 ans qu'on se connaît, 27 ans qu'on se connaît, ça fait 20 ans de mariage. Et la première activité, elle m'a beaucoup aidé aussi, parce qu'elle était à l'école, elle a fait une licence de chinois, elle a fait, elle était plus du côté école, mais... ça y est, t'as touché. Voilà, c'est bon. Donc ton épouse, tu l'as rencontrée en France, donc, oui. Oui. Et il y a 26 ans. 27 ans. 27 ans. 20 ans de mariage. Et vous avez bossé ensemble combien de temps? Ça fait plus de 20 ans qu'on bosse ensemble. Ah, c'est toujours le cas. Ouais. D'accord. C'est marrant. Hein, tu sais que je pense que on bosse ensemble, mais on se voit quasiment pas dans la journée. D'accord. Mais tu vois, on en parle c'est un épisode spécial aussi. On parle pas mal de ça avec Cécile Roderer sur Smallable. Donc dans la fringue aussi d'ailleurs. Hein, mais je pense qu'il y a des choses à creuser là-dessus qui sont peut-être plus importantes que l'école que t'as faite, tu vois. Parce que j'ai l'impression que quand en tout cas ça marche, quand t'as un partenaire de vie qui est aussi ton partenaire business, et que t'as cette sorte c'est une force, de feu sacré, de cohésion incroyable, tu vois. J'ai l'impression que la force, c'est multiplié par 5, tu vois. T'es à 2 et tu vois 2 fois et demi ça, quoi. Et du coup, comment ça a commencé tout ça? C'est-à-dire que c'est elle qui t'a rejoint, t'avais ton business, tu l'as embauchée? Non, elle n'était pas payée. Elle était embauchée, mais pas payée. D'accord. Ou peut-être payée d'une autre façon. Et puis après, vous avez le deuxième business, donc vous le créez avec son beau-père, du coup, c'est ça? Avec ton beau-père, pardon, son père. Ouais. Oui, avec son père qui était aussi dans la maroquinerie. D'accord. Bon, ça va te sembler un peu bizarre, mais les Chinois ont quasiment le monopole, je dirais, 3 activités. Il y a les sacs à main, le prêt-à-porter et la restauration. Oui. La plupart des Chinois de Paris sont de la région de Wenzhou. T'oublies un business, le tabac. Ah, ça, c'est récent. Ouais, et les primeurs aussi, ça devient de plus en plus... mais c'est des métiers, notamment le tabac, où il faut bosser énormément aussi. Tu vois, j'y pensais aussi tout à l'heure, mais les marchands Enfin, en tout cas à Paris, mais c'est pas qu'à Paris, je crois qu'à Marseille, c'est le cas. Enfin, voilà, hein, c'est des... en France, le tabac était destiné, les bars et tabacs étaient destinés pour les retraités ou les métiers de personnes un peu plus âgées, je dirais. Chez les Chinois? Non, en France. Oui, chez nous, oui. Mais aujourd'hui, c'est quand tu rentres dans un bar tabac, l'asiatique est derrière le comptoir. Ouais. Il a quoi, la trentaine? Ouais, c'est ça. Marrant, hein, ça a beaucoup évolué aussi là-dedans. Ouais. Et donc, pour revenir sur cette relation avec ta femme, vous créez cette deuxième boîte. Donc, tu la crées avec ton beau-père. Donc, vous êtes associés avec ton beau-père. Et ta femme aussi est associée ou... Exactement. D'accord. Et c'est plus coloriste, du coup. Comme j'ai pas eu mon bac, donc je l'ai appelé BAC, cette deuxième société. Et je me suis dit, tous ceux qui vont travailler dedans vont avoir le bac. D'accord. T'as bac plus 1, plus 2, plus 3, en fonction de l'ancienneté, tu vas avoir ton bac avec un plus tant d'années. Ok. Et donc BAC, t'es toujours dans la maroquinerie. Oui. Toujours dans la production. Oui. Donc tu produis toujours toi-même. Made in Paris. Et tu fais quoi, du coup? On avait récupéré les locaux de la marque... Tu connais peut-être La City, qui a été rachetée par Morgan. Oui. La City habille les femmes nues. Oui, exactement. La City habille, d'accord. Oui. La City avait des locaux en plein cœur de Paris. Ouais. Un truc génial qu'on avait trouvé génial parce que c'était tout en haut d'un parking en face d'un Monoprix de la rue du Faubourg du Temple. Et t'arrives là-dedans, t'as les 2 derniers paliers avec une terrasse de 800 mètres carrés, énorme. Donc, on avait récupéré ces locaux-là pour agrandir notre atelier de fabrication. Et on a continué là-dedans. Moi, je faisais toute la partie salon à l'étranger. D'accord. Donc la partie commerciale. Business, ouais. Oui. Et mon beau-père s'occupait de la créa. D'accord. Donc, tu as lâché la créa que tu avais faite au début. C'est ça. Je voudrais revenir sur ce point. Quand tu plantes, parce qu'on te plante, mais peu importe, techniquement, tu plantes coloriste, tu fais un dépôt de bilan
une cessation d'activité, tu dois la fermer? Dépôt de bilan, et je peux te dire une chose, c'est qu'aucun de mes fournisseurs n'a eu de dette ou n'a eu de facture à payer. J'ai payé tout le monde, j'ai payé URSSAF, j'ai payé l'État. Ce que j'ai pas payé, c'était mes salaires. D'accord. Et t'as pu te payer d'ailleurs pendant ces 2 ans ou... Non, très peu. Très peu. Mais enfin, je veux dire, mes parents m'ont toujours appris une chose qui est dit, tu t'engages à quelque chose, tu vas jusqu'au bout. Sinon, tu t'engages pas. Et là, tu t'es engagé dans de la frugalité, j'imagine. Mais... Frugalité absolue. Et comment tu le vis, cette fin de première boîte? Je veux dire, là, on enchaîne comme ça. C'est pour ça que je voudrais juste poser un petit point là-dessus. Tu le vis très mal? C'est un échec? Au départ, t'es un peu assommé. Et après, tu te dis, lève-toi, parce que si tu restes par terre, personne ne va venir t'aider. Donc, à toi de te lever et continuer, enchaîner. Et t'as 22 ans, tu te dis pas, option 1, je vais reprendre les études, option 2, je vais retourner avec papa, maman, option 3, je vais trouver un job, je sais pas où? Il y avait qu'une seule option. Option, c'était continuer. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est de dire, OK, on continue, on poursuit et on continue à avancer. Donc, tu avais rencontré cette femme qui allait devenir ta femme. Tu as cherché autour de toi. Tu t'es dit, bon, OK, j'ai pris ma dot du côté de mes parents. Je vais aller la prendre du côté de mon beau-père, en fait. Pas totalement. Je me suis dit... Je suis vache là, pardon. On a beaucoup échangé parce que j'ai un beau-père qui est extraordinaire et c'est vraiment un artiste. Ouais. Et très, très bon en termes de créa. Et il parle français, ton beau-père? Oui. Il va nous écouter peut-être, alors. Il parle français. Je suis désolé d'avoir dit ce que je viens de dire. Il va t'envoyer non, je veux pas savoir. La mafia chinoise. Non, mais ce que je voyais aussi dans le business que faisait mon beau-père, c'était qu'il était archi bon en termes de créa. Ouais. Il fournissait les plus beaux grossistes dans la rue du Temple. Okay. Et ces grossistes-là se prenaient pour des créateurs grâce à ce qu'ils fabriquaient, à ce qu'ils leur fournissaient. Et je me suis dit, écoute, bon, tu disais tout à l'heure, t'as lâché la créa. Je me dis, quand t'as trouvé quelqu'un de meilleur que toi, il faut laisser la place. Ouais. Le beau-père, beaucoup meilleur et excellent sur la partie créa, je me suis dit, avec ce qu'il sait faire, on peut développer quelque chose. D'accord. De mieux, de plus grand. Ok. Et c'est pour ça qu'on est parti dans cet enchaînement et dire, OK, on lui a fait une proposition au beau-papa. Il a dit, écoute, si tu veux bien, on s'associe. Toi, tu t'occupes de tout ce qui est intérieur, la créa, la fabrication. Et nous, on va s'occuper de toute la partie extérieure, commercialisation, le business. C'est comme ça qu'on a créé cette deuxième société BAC, Bags Accessories Corporation. Mm-hmm. Et c'est comme ça qu'on a démarré la deuxième activité. Donc là, vous produisez dans Paris. Toujours. T'as combien d'employés là-dessus sur cette deuxième activité? On était une douzaine de personnes. D'accord. Donc t'as quand même une douzaine de personnes plus. Moi, quand je parle de nombre de personnes, on se compte même pas dedans parce qu'on se dit, OK, nous, on est en tant que dirigeant associé. Mais donc, une quinzaine de personnes. Ce sont principalement des personnes qui produisent. Oui. T'externalises un petit peu ou c'est tout produit chez toi en interne? On faisait sous-traiter par d'autres ateliers parisiens également. Parce qu'en fait, tu pourrais te dire finalement quand tu crées, comme le faisaient tes clients ou les clients de tes parents, plutôt que de produire moi-même, si tu veux pas prendre trop de risques, finalement, tu vas faire ton salon avec 2 ou 3 sacs, et puis tes accessoires, tu vas à New York, à Paris, à Madrid, peu importe. C'est généralement 100 ou 200 sacs. 200 sacs, bon, mais c'est un investissement, mais c'est pas comme avoir employé des gens, en fait. Je veux dire, finalement, t'es une sorte de marque commerciale, mais tu produis pas toi-même, ce qui est souvent le cas. Alors, dans le métier de la fabrication, effectivement, quand tu fais tes collections pour aller sur les salons, tu n'achètes pas les matières premières d'abord, tu achètes juste les échantillons pour pouvoir faire tes collections. Donc, t'as pas le stockage ou le financement de la marchandise à avoir. Une fois que tu as les commandes sur les salons à New York, à Dubaï, à Milan ou ailleurs, tu produis tes commandes. Donc, tu achètes les matières et tu leur livres ensuite 2-3 mois après les commandes, les commandes qu'on t'a passées. Et tu prends pas trop de risques sur le stock puisque c'est... En tant que fabricant, t'as pas de stock. T'as pas de stock, c'est ça. Tu sais combien on te commande. C'est ton client qui lui prend le risque là-dessus, en l'occurrence. On a fait un bel épisode sur les aspects du stock dans les vêtements avec Asphalt Paris, que je te recommande si tu l'as pas écouté. Et c'est vraiment parce que dans vos métiers, c'est vraiment là où il y a des
des grosses difficultés de temps en temps de financement. D'accord. Et ça démarre comment donc bac? C'est trop drôle comme nom. Pour que tous les collaborateurs aient leur bac. Ouais. Ça démarre bien. Ouais. Ça a bien démarré, ça a bien pris. Au bout d'un moment, on a voulu se diversifier, aller dans le... Bien pris, ça veut dire quoi? Vous faites combien de, je sais pas, tu te souviens des chiffres d'affaires? C'est ce que tu me disais tout à l'heure. Encore une fois, c'était en francs. Hein, ouais. C'était dans les alentours de 10 millions de francs. Donc, 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. On avait ajouté aussi un point de vente qui était dans le Sentier, la place du Caire. D'accord, très bien. Donc, on était dans la fabrication et aussi dans la partie wholesale. D'accord. Donc, on distribuait justement tous ces magasins, ces boutiques de détail qui venaient s'approvisionner dans Paris Sentier. On avait notre point de distribution de gros dans le Sentier. La fabrication et ensuite on vend directement. Et là, ça suppose à ce que tu aies du stock pour pouvoir alimenter le magasin. C'est vraiment, moi, ça me fascine cet univers et me reprojeter un peu en arrière parce que ça a quand même beaucoup changé maintenant. Mais je les vois très bien, tous ces magasins. Enfin, je veux dire, t'avais des Sandro Mage, Claudie Pierlot, on s'en est là, tu vois. Ces marques-là aujourd'hui qu'on connaît. Et ça rentrait, ça sortait. Et puis t'as des strates aussi très sociales, en fait. Ouais. Je veux dire, et c'est assez marrant parce que souvent c'est des cultures, des couleurs de peau, des origines, enfin, je vois que pendant longtemps il y avait beaucoup de, je dirais, gens d'origine indienne, pakistanaise, j'imagine, etc., qui étaient les porteurs qui avaient leur... Les caddies. Les caddies, ouais, c'est ça, exactement. T'en parlais, d'accord, c'est vrai, on y revient. Et en fait, ils attendent dehors. Typiquement, une question à laquelle j'ai jamais... ils attendent dehors qu'on leur demande de vider un camion et de faire des choses comme ça. Comment tu les payes, ces gens-là? Au black. Oui, j'imagine. Mais pas de fiche de paye. C'est à chaque fois qu'ils le font, tu leur donnes 5 balles, 10 balles ou c'est... Oui, c'est purement ça. D'accord. Et c'est des gens travailleurs. Ils sont là pour travailler. Ils sont habituellement, ils habitent, enfin, je crois que beaucoup habitent du côté de Creil. Donc le matin, ils prennent 1 heure de transport en commun pour arriver dans le Sentier. Et ils attendent à la place, dans les rues, devant les magasins. Dès l'instant que tu as un client qui rentre dans un magasin, fait ses achats, bah du coup, c'est un petit peu le porteur. Tu sais, le groom. Ouais. Bah, c'est le service de groom service version Sentier. Et les gars, leur fonds de commerce, c'était le caddie, tu sais. Il y a probablement plein de gens, c'est pour ça que moi, qui nous écoutent, qui n'ont jamais vu ça, enfin, en tout cas dans le Sentier, qui connaissent pas, mais ça existe encore un peu. Hein. Je vous recommande La Vérité si je mens un. Mais le voir, et c'est vrai que c'est vraiment un pari assez incroyable d'un autre temps, en l'occurrence. Ça a beaucoup évolué, ça a beaucoup changé parce aussi. Que la place du Caire, c'est autre chose maintenant. Et donc, tu vends tout ça, vous bossez 10 ans, à peu près sur la maroquinerie. Oui. Sur la maroquinerie. Oui. Et après, quand tu shifts sur la partie textile, et donc plus Made in Paris, mais plutôt Made in China cette fois-ci. Donc, tu arrives à peu près à, que mes calculs soient bons, tu es dans ta trentaine. Tu es toujours sur la même boîte ? Clairement trentaine. Oui. Clairement trentaine, oui. Tu es toujours sur la même boîte ? Non, on a lancé une autre boîte. Avec ton beau-père ? Dédiée. Non, avec mon épouse. D'accord. Mon frère et son épouse. D'accord. Donc, on a lancé une autre boîte qui... la vraie business familial, quoi. Toujours familial. Et épouse, alors vos deux épouses, vous avez quoi, un quart? C'est ça. Ouais. Non, oui, un quart, tout à fait. D'accord. Dis donc, faut pas trop s'engueuler sur les histoires privées, quoi. On a la chance que les femmes s'entendent bien et donc du coup, il n'y a pas d'histoire. D'accord. C'est une affaire qui dure depuis... C'est celle que tu as aujourd'hui encore? Celle que j'ai encore aujourd'hui, c'est encore une nouvelle affaire puisque je suis parti sur la partie digitale. D'accord. Donc ça, c'est ton business à toi, enfin, tu vas nous raconter. Mais tu as toujours ce business qui s'appelle comment? CO2 Paris. D'accord. Paris, encore une fois, Paris. Le diminutif de Coloris, peut-être mes amours du début. D'accord. On a raccourci le Coloris, on a gardé les 2 premières lettres, on a rajouté un 2 et on s'est dit ok, c'est le deuxième Coloris et en plus petit. Donc on va lancer ça en prêt-à-porter. BAC est une boîte qui n'existe plus? Non, elle n'existe plus. Vous l'avez fermée? On l'a fermée également. D'accord, très bien. Pour des raisons économiques, ça... Au bout d'un moment, le beau-père avait une autre vision du business. Ouais. Il partait sur la partie Asie et sur le business du retail. Mm-hmm. Et nous, on s'était dit, le retail, c'est pas notre métier. C'est pas notre force.
et il faut se concentrer sur ce qu'on sait faire de mieux, la partie B2B. D'accord. Donc on s'était dit tout simplement, écoute, bon, si tu veux partir sur la partie retail, nous on reste sur la partie France et B2B. C'est comme ça qu'on s'est séparés et qu'on s'est dit, toujours en bon terme, il n'y a aucun souci de ce côté-là, tu sais. Et donc lui, il est parti sur le retail. Tu commences donc CO2. Pourquoi t'associer avec ton frère et sa femme? Peut-être qu'on a toujours été très familial. Et je pense que ça vient aussi du côté de la V1, tu vois. Ouais. Mes parents sont arrivés. Je fais une petite parenthèse. Mon équilibre de vie, tout simplement, Mathieu. Bon, j'autorise pas les parenthèses dans ce podcast. C'est de notoriété publique. Ok. Non, je t'en prie. Donc, je disais, mon équilibre de vie, à moi, serait la partie, j'appelle ça le tabouret à 3 pieds. Un premier pied pour la vie familiale. Ouais. Un second pied pour la vie professionnelle, le business. Et le troisième, la vie sociale. Et ça représente mon équilibre. La vie sociale, mes amis et tout cet environnement. Et je pense que nos parents nous ont formés plus ou moins sur cette base-là. Et inconsciemment, quand tu réfléchis, tu te dis, OK, finalement, s'ils sont arrivés en France, c'est pourquoi? La famille, parce qu'ils ont voulu que leurs enfants grandissent un peu plus dans un autre environnement, apprennent autre chose que la Chine. Et s'ils sont là aujourd'hui en France, c'est grâce à leurs amis. La vie sociale. Et le business, le travail. Ils sont là aujourd'hui par la force du travail qu'ils apportent. Ouais. Et la vie... sur la vie sociale, vous êtes... là, c'est peut-être un peu privé, mais vous avez réussi à vous intégrer très fortement, je veux dire, parce que finalement, t'es resté quand même avec des associés familiaux chinois, épouse idem, donc vie perso aussi là-dessus, des concurrents confrères qui sont autour de toi, qui sont tous chinois, même de la même région, quasiment, j'exagère un peu. Comment ça se passe? Les concurrents, les confrères, je préfère appeler ça les confrères ou les gens du même métier. Tu as le côté aussi, comme tu as cité tout à l'heure, les personnes d'origine juive ou d'origine chinoise. En fait, c'est deux communautés finalement dans Paris. Et le métier de la mode, la fringue, purement, ça a toujours été les juifs du sentier et les chinois du sentier. Ouais. Tu vois. Donc, quelque part, comment on s'y a intégré? Je dirais qu'on s'y a intégré très vite. On s'est pas posé de questions, on est arrivé, on est en France, on est à l'école, on apprend, machin, et on s'est très vite intégré. Et mon réseau d'amis et ma vie sociale est composé aussi bien d'amis chinois que d'amis juifs, d'amis occidentaux. C'est une variété, c'est Benetton chez moi. C'est toutes les couleurs. J'adore. Parce que ça a été la guerre quand même, non? Quand même, à un moment dans le sentier. Enfin, je veux dire, alors tu le vois, on revient forcément sur la vérité si je mens, mais il y a quand même un moment... Ça n'a jamais été la guerre de la période de mes parents, parce que mes parents faisaient que de la production, donc juste le travail. Oui. Ça a été de plus en plus un petit peu la compétition, dès l'instant que tu commences à créer, tu apportes de la créativité. C'est à cause de gens comme toi, quoi. Non, mais c'est très bien, ces évolutions, c'est super. Mais finalement, à la fin, vous devenez tous potes. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, il y a un moment où, de toute façon, il y a des équilibres qui se recréent, et tant mieux. Les professionnels se respectent. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que, de toute façon, les communautés juives du sentier produisaient aussi un moment. À un moment, elles ont décidé, comme toi, de passer en V2, puis en V3, et puis voilà. Nous, quand on était arrivés en V1, ils étaient déjà en V2, V3. Ouais, c'est ça. T'as toujours une version de mise à jour, de retard. Bien sûr. C'est aujourd'hui où tu te dis, OK, il faut être agile, il faut aller vite. Moi, je connais beaucoup dans mes très proches, familles également, de parents ou grands-parents qui sont arrivés en France, juifs, avec une machine à coudre, très clairement, hein, de Biélorussie, d'Ukraine, etc. Hein, donc, ils ont ramené leur machine à coudre. Ouais. Ben oui, et il y avait qu'eux qui faisaient ça. D'accord, c'est passionnant. Alors du coup, tu fais tes allers-retours en Chine quasiment une semaine par mois. Quand t'arrives là-bas, t'es un Français. On m'appelle la banane. Pourquoi? T'as la peau jaune, et quand tu enlèves la peau, t'es tout blanc. D'accord. C'est comme ça qu'on m'appelle là-bas. Quand on nous appelle tous ceux qui ont grandi, si tu veux, en France, quand tu arrives en Chine,
t'es pas habitué, t'es plus français que chinois. C'est vraiment relou, ce truc. J'ai des copains pareils, africains ou d'origine africaine, où quand ils sont en France, c'est des Renois ou des Africains, et puis quand ils sont là-bas, c'est des Français, quoi. On les appelle les cocos, c'est ça? Ouais, quasiment, ouais. D'accord. Et quand tu reviens en France, on t'appelle le chinois. Et quand t'arrives là-bas, t'as un accent français complètement, les gens te comprennent pas, ou si, non? Ça va? Non, t'as un accent chinois qui n'est pas chinois. C'est ça le truc, au fait. D'accord. Et je sais pas, du coup, on essaye de t'arnaquer parce que t'es vu comme un Européen? Alors, ça dépend. Ouais. Ça dépend dans où tu vas. Quand tu vas sur un salon, par exemple, le salon le plus grand des salons qui s'appelle le Canton Fer, un peu comme la braderie de Paris et tout ça, multiplié par 10 ou par 100, tu dois mettre 4 jours pour traverser tous les halls. Et quand tu arrives sur le salon, généralement, quand tu es trop blanc, tu vas payer peut-être un peu plus cher. Bon, ça s'appelle participer à l'économie chinoise. Et il faut comprendre. Les premières années, la première année, je dirais, quand tu es trop poli ou quand tu demandes aux gens si tu peux recevoir les collections ou les échantillons avant de confirmer la commande, ça marchait pas. Et au bout d'un moment, tu te dis, OK, il faut parler différemment. Il faut leur poser la question différemment. Quand tu es sur un stand, tu as envie d'avoir les échantillons, il faut poser la question différemment pour avoir non seulement les collections rapidement, mais en plus avoir le bon prix. J'ai une astuce pour tous ceux qui nous écoutent, pour ceux qui veulent acheter commander sur Canton Fer. Tu arrives, tu demandes à la personne qui va être en face de toi, tu lui dis, au lieu de demander est-ce que je peux avoir les collections, je peux recevoir les échantillons avant, tu vas lui demander, est-ce que tu penses que les échantillons qui sont là, tu peux me les envoyer pour la semaine prochaine? Ce sera beaucoup mieux que demander, est-ce que tu penses que je peux recevoir les échantillons avant? Faut lui donner une date et très proche, quoi. Et lui, il va te dire, non, semaine prochaine ne sera pas possible, mais dans 2 semaines sera possible. Alors que si tu lui dis avant, que avant c'est dans 4 semaines, il te dira non. Non, si tu lui demandes la permission, il te la donnera pas. Il faut la prendre, la permission. Le fin mais ça, c'est valable quand même tout le temps dans le business. Même en France. Ah oui. Si tu demandes la permission, tu laisses c'est une question ouverte ou question fermée. Si tu dis à quelqu'un, rencontre-nous, j'ai 3 dates pour se rencontrer, telle date ou telle date, c'est mieux que de lui dire seriez-vous d'accord pour qu'on puisse éventuellement un jour se rencontrer, tu vois, parce que il y a une option qui est de dire telle date, et l'autre option c'est non, non, je veux pas, tu vois. Donc mais c'est vrai, t'as raison. Je t'emmènerai sur Canton Fer un jour pour faire le tour. Mais c'est vrai que j'ai découvert moi le négoce chinois au travers d'Alibaba. Et j'ai adoré. C'est-à-dire que j'ai adoré bosser avec des Chinois, donc des producteurs de différentes pièces de choses. Parce qu'à un moment, en fait, mon trip, c'était de me dire, tiens, tu peux créer une multinationale. Merci, Jackie est en train de me servir sympathiquement un verre d'eau. 1 heure d'enregistrement déjà, donc on va venir après sur Paris Fashion Shop. Mais moi, j'aime bien traiter toutes ces choses-là, et je suis hyper content de découvrir tout cet univers. Donc, je te remercie pour ce petit partage, tu vois, et tu vas me dire ce que t'en penses. Mais en fait, au début, je devais faire partie de ces gens qui demandaient les échantillons. T'as un peu pas trop confiance, tu sais pas trop, etc. T'as un peu la peur de te faire arnaquer. Et en fait, tu te rends compte que tes interlocuteurs sont hyper justes et pros. Ils respectent beaucoup leurs engagements, etc. Parce que t'es passé par le digital, Alibaba. Ouais, probablement. Mais oui, ils sont notés, il y a des tas de choses potentiellement. Mais en revanche, tu vois, le fameux « t'as pas dit zip » de La Vérité si je mens, il est complètement vrai. C'est-à-dire que si t'as pas dit zip, même si c'est évident qu'il doit y avoir un zip, si dans ta commande, il n'y a pas marqué zip, ton interlocuteur va pas te dire d'habitude tu mets des zips. Enfin, souvent, hein, je veux dire, moi je l'ai vécu à un point où en fait, à un moment, un de mes business que j'ai eu, je voulais être leader mondial de quelque chose, donc j'ai choisi une verticale à la con. Ceux qui m'écoutent ont déjà probablement entendu une partie de cette histoire. Je suis devenu leader mondial de la carte de visite en métal. Ok, et j'en vendais dans le monde entier. C'était une grosse marge, c'était intéressant jusqu'à un certain point. Et donc tout était produit en Chine. Et un jour, j'ai fait une commande. J'ai voulu offrir à mon beau-père, moi aussi, des cartes de visite en métal. Et le créa avec qui je bossais s'était trompé, avait mis du millimètre au lieu de centimètre. J'ai reçu des cartes, mais t'imagines pas la gueule des cartes en fait.
elles étaient et en fait, on m'avait envoyé une photo parce qu'à chaque fois, on m'envoyait une photo pour valider que c'était bien. Donc la photo, on me l'avait envoyée, c'était un close-up, tu vois, un zoom tout près. J'ai eu la photo, je dis c'est très bien. Et là, je reçois des cartes qui étaient juste 10 fois moins grandes que d'habitude. Et tu l'as payé au prix des grandes cartes il m'avait peut-être fait un prix cette fois-ci, c'est possible. Et tu t'es dit, le gars, il me fait un prix super bon, mais finalement, c'est clair. T'avais 10% de la matière. Tu reçois ce truc, tu te dis, mais c'est ouf quand même. Il aurait pu me prévenir. Et en fait, le mec. Mais c'était toi le client. Mais oui. Et tu vois, et il me dit, non, mais mec, c'est marqué millimètre. Enfin, et tu vois, qu'est-ce que tu veux dire? C'est imparable, en fait. En revanche, et ça, faut le dire, de l'autre côté, c'est que si tu as un cahier des charges, que tu lui fais produire 50 000 cartes pour un gros client qui a besoin de ça pour un show, je sais pas quoi, etc., ou pour une garantie pour tous ses produits, et que sur les 50 000 cartes, il se trompe, alors que toi, tu l'avais marqué dans le cahier des charges, il te le refait entièrement à sa charge. Bien sûr. 0. Et ça, donc c'est là où je dis que c'est hyper réglo. C'est-à-dire qu'il faut pas te planter, faut être très pro de ton côté, mais ce sera très pro de l'autre côté. Ça arrive dans les temps. Enfin, vraiment, je trouve que là-dessus, il y a un côté très clean et très réglo qui est culturellement intéressant. Le respect. Ouais. Mais c'est quand même chiant qu'ils te disent t'as pas d', qu'ils te disent t'as pas d' alors que tu vois t'as ses habitudes. D'accord. Et donc toi tu faisais des fairs, donc tu faisais comme ça les cantons, les grands salons pour vendre et pour acheter. Non, pour acheter. Que pour acheter. Au fait, pour trouver les bonnes usines, pour pouvoir avoir les bons produits, leur envoyer les. Tu sais, dans le métier de prêt-à-porter, tu as des spécificités bien différentes pour chaque critère de matière ou de fabrication. T'en as qui sont spécialisés sur la chaîne et trame, t'en as qui sont spécialisés sur la maille. Ça dit quoi avant la maille? La chaîne et trame. Je sais pas ce que c'est. Les chemises, par exemple, c'est du chaîne et trame, et ce qu'on porte comme t-shirt ou polo, c'est de la maille. D'accord, ouais. Maille, c'est du coupé cousu. Ok. Et tu as aussi du jean, par exemple, des spécialistes en jean. Parce que ça, c'est celui qui fabrique de tout, c'est pas un spécialiste. Et ce qu'on veut, ce que je cherchais à travers les cantons fer, ce sont des usines qui produisent pour une typologie de produits. Il y en a qui sont bons en cachemire, il y en a qui sont bons en coton. Tu vois. C'est trouver justement ces usines qui soient des spécialistes. D'accord. Et ça, c'est important pour avoir les bons produits. C'est ce qui fait la différence d'une marque, ou c'est ce qui fait la différence ensuite de la qualité des produits. Et donc toi, après, quand tu avais trouvé ces gens-là, tu designais tes produits, tu les faisais faire? Bah, je faisais comme toi, j'envoyais la feuille, chrono, dessin, croquis et toute cette partie-là. Et ensuite, basé sur les matières qu'ils nous proposaient, bah, ils nous faisaient la production. Et aujourd'hui, toi, tu sais dessiner un produit? Ça fait plus partie de mon activité. Mais c'est quelque chose que tu as appris plus jeune. Tu saurais, je te file une machine à coudre, tu sais coudre? Un sac à main, oui. Pas une pièce de vêtement. Un sac à main, je peux te monter un sac à main de A à Z. C'est marrant. Si tu peux me ramener la machine à coudre de ta grand-mère, ce serait encore mieux. Tu vas voir, ce sera du Made in Paris. Ouais, super. D'accord. Donc CO2, donc ça c'est ta deuxième vie professionnelle, on va dire. Il y en a eu deux petites avant, mais par décennie, oui. Oui, par décennie. C'est la deuxième. Tu l'emmènes donc de 0 à 6M. D'accord, 6 millions. C'est toujours rentable. Toujours rentable. Tu l'as au début. Au début. Et moins après. D'accord. Le physique commençait à se casser la gueule ces dernières années. Ouais. Tu vois. Le grossiste physique, tu veux dire? Le grossiste physique. Ok. Même au-delà du grossiste physique, il y a aussi le physique tout court. Toute la partie, mes clients, je les voyais rentrer dans le magasin. La question qu'ils me posaient, c'était pas, Jackie, c'est quoi la dernière collection qui cartonne? Bien sûr, ils sont venus pour ça. Mais l'autre question qu'ils me posaient, c'est, Jackie, est-ce que il y aurait par hasard quelqu'un dans tes relations, tes clients, qui voudrait pas reprendre mon magasin? Et là, ça commence à devenir un peu grave. Notamment beaucoup dans les multimarques, je crois. Hein. C'était très, très compliqué, non? Moi, je fournissais aussi bien les multimarques, les chaînes de magasins, que les boutiques indépendantes. D'accord. Tu vois, ça représentait moitié-moitié de mon activité. Et quand je vois que les chaînes de magasins perdent de la vitesse... Ce que tu appelles une chaîne de magasins, c'est un... Bah, je fournissais les Morgan, les Jacqueline Rioux, les Naf Naf que tu citais tout à l'heure, Koukaï et tout ça, avec ma casquette de fabricant, je dirais. Donc tu fabriquais pour eux. Les acheteuses venaient au showroom à Paris faire leur sélection des produits qu'on crée et passer des commandes. Et tu les brandais Morgan derrière? C'est ça. D'accord. Je savais pas.
Ok. Et oui, et là-dessus, ça a été très compliqué pour plein de marques parce que bon, des fins de cycle sur certaines marques couplées à la grosse concurrence du e-commerce. Avant même le e-commerce, il y avait quand même cet épisode des chaînes comme Zara, Mango, H&M qui sont arrivées. Il y a 15 ans, ces marques-là n'existaient quasiment, peu, n'avaient pas cette force de fast fashion. Et tout ça était arrivé, je dirais, dans les débuts de 2000. Et ça s'est beaucoup structuré, ça a beaucoup évolué. Sauf que les petites chaînes de magasins, quand je dis les petites chaînes de magasins, c'est à partir de 20 jusqu'à 200 magasins, tu vois. Ces chaînes de magasins ou les détaillants, ils sont restés à la même façon de fonctionnement. Ouais. Eux n'ont pas évolué. Alors que la concurrence étrangère, les Danois, la chaîne best-seller avec, Vero Moda, tous ces Jack Jones, Vero Moda, Pieces, tous ces marques-là, t'avais le côté danois et t'avais le côté Europe du Sud, Zara et Inditex et Zara et Mango et tout ça. Sachant qu'en plus, nous, alors moi peut-être parisien, je les connais bien depuis longtemps, mais en effet, ça s'est déployé partout. Les Zara, H&M, bon, Gap, c'est un peu vieillissant ça, mais voilà, et c'est vrai que ça aujourd'hui, ça a pris le pas sur beaucoup de choses. Cette fast fashion qui a tout changé, parce qu'en effet, on parle de collections qui durent 6 semaines, quoi, ou 3 semaines même. 2 semaines, toutes les 2 semaines, tu rentres dans un magasin de chaîne de magasins de type Zara, toutes les 2 semaines, les pièces ont changé. Et ça, c'est un peu aux antipodes de ce que fait. Alors moi, j'ai eu des personnes comme Sébastien Kopp, le patron de Veja, qui sont plutôt sur du slow fashion, et je trouve que c'est des mouvances intéressantes. Quand tu fais du basique, oui. Ouais. Quand tu fais du basique, Alain Figaré, tous ces gens-là, tu as du basique, t'as pas besoin de te renouveler sans cesse. Quand tu es dans le fashion, il faut que ça se renouvelle. Et ça va dans le mode de consommation. Ouais. Et aujourd'hui, le prêt-à-porter, la mode, c'est un marché de 150 milliards en France. Ouais. Bon, t'as le luxe, t'as le haut de gamme et tout ça. Tu enlèves tout ça. 150 milliards, c'est énorme. Ouais. Ça représente 500 000 emplois directs et 1 million d'emplois indirects. Il y a un tiers de ce volume-là qui est exporté. Mais ce tiers-là, c'est quoi? C'est le luxe, finalement. Tu vois? Il y a quasiment plus rien de produit en France, en revanche, dans tout ça. Encore un petit peu, parce que on a aujourd'hui, on va venir petit à petit sur mon activité actuelle. Ouais. Tu vois, l'activité de digital et pourquoi j'ai lancé cette activité digitale, c'est suite à ce constat justement que ces boutiques de chaînes de magasins, ces grandes enseignes aujourd'hui comme Zara, Mango, H&M et tous ces gens-là aujourd'hui sont ultra structurés, et les détaillants de centre-ville aujourd'hui sont un peu vraiment en perte de vitesse, quoi. Ouais. Et ça se voit dans le chiffre qui est réalisé par aussi bien les grossistes que leurs clients. Oui, clairement. Et puis ça, c'est il y a notamment une grosse notion, et tu vas y venir, mais une grosse notion de techno. C'est-à-dire que en fait, un magasin Zara ou H&M, il est branché, je veux dire littéralement branché à leurs clients. Ses fournisseurs, à sa holding, puisque c'est pas tout un écosystème. C'est ça. Et puis les stocks sont vus en direct, les vols sont vus en direct, tout est analysé, vu, tout est analysé. S'il faut renvoyer des choses, des réassorts, les choses comme ça, tout est fait. Bien sûr. Tu sais tout le temps, etc. Donc si toi en face, t'es là avec comme ça se passait avant en fait. T'es que spectateur aujourd'hui. Ouais. Avec ton petit magasin que t'arrives, tu dis non, ça celui-là en 32 je l'ai pas, mais je vais vous le commander, il arrivera dans 2 semaines. Non, tu vois, dans 2 semaines, t'es déjà passé à la mode d'après. Les clients finaux, les consommateurs ont eu cette facilité de consommer. Ouais. On peut plus revenir à des versions préhistoriques, c'est fini. Non, les standards ont changé. En 10 ans, 20 ans, les standards ont changé, clairement. Et toi, c'est ce que tu veux accompagner donc là-dessus. Donc avec Paris Fashion Shops, l'idée, c'est de pouvoir accompagner des fabricants d'un côté et des revendeurs et donc en tant que les boutiques, d'être la marketplace. Donc ça, c'est vraiment le terme le plus intéressant entre des vendeurs et des acheteurs pour pouvoir accélérer ces process, fluidifier ce business. C'est ça? En fait, c'est de pouvoir déjà, nous on focus beaucoup sur la boutique de détail parce que je pense qu'il faut traiter le mal par l'origine. Si le détaillant aujourd'hui est rentable et gagne du fric, c'est que forcément les fabricants et les marques vont pouvoir prospérer aussi. Oui.
Et on s'est dit, OK, focusons sur nos clients acheteurs, qui sont les boutiques indépendantes, et donnons-leur les outils et la force, le pouvoir d'achat, la puissance d'achat de Zara, apporté, combiné avec la facilité d'utilisation d'Amazon. Oui. Parce qu'en effet, c'est une question de chaîne de valeur. Si au bout de chaîne, celui qui est front client gagne pas d'argent, toi derrière, tu peux pas en gagner. Enfin, de toute façon, quelque part, t'as un problème aussi. Donc, tu dois l'accompagner. On a apporté au-delà de juste la marketplace, parce que je pense que beaucoup s'y sont lancés avant nous sur ce marché-là. Beaucoup, mais pas de sérieux. Beaucoup se sont dit, OK, en tant que start-up ou en tant qu'entrepreneur, on va lancer un site internet. Le digital, c'est fashion, c'est dans le coup et il y a de l'avenir dedans. Ils se sont dit, on va créer un site internet et les gens vont automatiquement mettre des produits à vendre et t'as des acheteurs qui vont venir tout seuls. Ça, je pense que c'est pas la bonne solution ou la bonne idée, parce qu'il y a personne, c'est pas le Bon Coin. Le Bon Coin a marché parce que tu vois, dans le B2C. Il faut juste rappeler que le Bon Coin, derrière le Bon Coin, il y avait quand même aussi des groupes comme West France et Schibsted, qui est le propriétaire de 20 minutes, qu'on parle de groupes qui pèsent des centaines de millions ou des milliards, parce que le Bon Coin en soi doit peser quand même déjà un bon paquet là-dedans. Et qu'ils ont quand même lancé ça à coût de millions et qu'ils avaient aussi une puissance médiatique importante. Enfin, c'est pas, ça se lance pas. Et je veux juste confirmer ce que tu dis. Tu lances un site internet, tu le mets en ligne, aujourd'hui encore plus qu'il y a 20 ans, tu le mets en ligne et t'attends que ça morde, ça mordra jamais, quoi. Ça, ça peut pas ça. J'ai fait l'expérience juste avant de lancer Paris Fashion Shops. Ouais. Tu sais, quand j'étais dans mon activité de grossiste CO2, comme je te disais tout à l'heure, par décennie, je fonctionne. Donc, la veille de mes 40 ans, j'ai tapé dans la main d'un développeur, et je me suis dit, OK, tu vas me faire mon site internet B2B et B2C. C'était un expert sur Magento. Il m'a dit, OK, bon, on y va, on va se lancer dessus. Il m'a fait mon site, OK. Ça m'a coûté 30 000 € à la fin de la première saison. Une saison en textile, en mode, c'est 6 mois. ROI, 0. Et je me suis posé la question, je me suis dit, OK, tout le monde me dit que le digital, c'est le futur, mais là, il y a un problème, quoi. Je fais même pas 30 000 € de chiffre d'affaires alors que je viens d'investir 30 000 € avec des photos, une personne derrière pour pouvoir alimenter le site. On a renouvelé l'expérience 6 mois plus tard. Au bout d'un an, on s'est dit, on vient de perdre 60 000 €. Et je me dis, merde. Là, je vais vous dire un truc à tous qui nous écoutez. J'ai payé Jackie pour qu'il dise ce qu'il est en train de dire, parce que je vais répondre à ce que tu es en train de dire, mais c'est toute la différence entre une agence conseil, des gens, c'est mon métier, ça, tu vois, avec Cosa Vostra. Donc en vrai, tu m'as pas payé, soyons clairs, mais souvent on me dit, ouais, mais moi je peux produire mon site et mon truc pour 2 fois moins que toi ou 3 fois moins que toi. Moi, je te l'aurais pas fait ton Magento pour 30 000 €, très clairement. Enfin, j'imagine, j'en sais rien. Un Magento, c'est compliqué, c'est dur. 30 000 €, Mathieu, c'était pas que le site internet. Le site internet en soi, c'était 5 000 balles. Oui, mais un Magento pour 5 000 balles, c'est vraiment pas cher. L'accompagnement Magento open source, c'était la version open source et communautaire ou community, ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais si tu veux, la production digitale, le contenu, il fallait faire les photos. C'est 2000 balles la journée. Ça coûte un bras et demi. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, la différence, c'est que un site internet, un business en ligne, un business digital, en fait, c'est beaucoup de réflexion, beaucoup de benchmark, c'est beaucoup de tests, et puis beaucoup d'argent. En fait, beaucoup d'argent. Ça se lance pas sans voilà. Et en fait, on a une tendance à se dire, bah ouais, je vais faire un truc, je vais prendre un développeur. Mais un développeur, en fait, c'est quelqu'un qui est un scientifique à l'origine, enfin un ingénieur ou qui est quelqu'un qui gère Nous, chez nous, un développeur, il sait pas faire de design. Parce qu'il y a des designers, exactement. On a des designers. Un designer, il sait même pas forcément travailler exactement l'expérience utilisateur, parce que c'est encore un autre métier. J'ai payé 60 000 € pour comprendre la problématique. Voilà. Et donc du coup, tu te rends compte qu'en fait, si tu fais les choses à l'endroit et que t'es bien accompagné, et ben, petit instant promo, mais t'appelles Cosa Vostra et tu dis, et puis nous, on va bien t'accompagner. Non, mais voilà, oui, j'ai plein de concurrents, très bien, c'est pas le sujet, mais il faut pas chercher à tirer les prix vers le confrères. Oui, t'as
t'as raison, deux confrères. En plus, je suis exactement là-dedans. T'as complètement raison. J'en ai invité même certains sur ce podcast, tu vois. Donc après ces tests, donc ça c'était des tests que tu faisais sur CO2. Oui. Après ce test, je me suis dit, j'ai compris pourquoi il y a 2000 fabricants fournisseurs à Paris, dans la région parisienne, et que t'as pas de site internet à jour. Tu vois? Parce que mettre un site internet à jour et pouvoir vendre et pouvoir faire du business, il te faut beaucoup d'investissement. Ouais. Des professionnels, comme tu viens de dire, une équipe derrière, la partie SEO, la partie référencement naturel, ouais. la partie production du contenu, parce que le contenu, s'il est pas à jour, s'il est pas bien photographié, et ça coûte aussi un bras, hein, des gens derrière, des gens pour pouvoir assurer le service client, le service après-vente, la logistique. C'est pas juste payer 5000 balles un développeur et le dire, écoute, bah, tu sais, avec 5000 euros, je vais faire 5 millions de chiffre d'affaires. Ouais. C'est pas possible. La boulangerie du quartier, elle a pas investi 2 euros pour faire la plus belle boulangerie de quartier. Tu viens avec du matériel et tu viens avec de la réflexion, comme tu parlais tout à l'heure, du brainstorming avec tes équipes et construire un vrai business. Donc, au bout d'un an de cette activité, cette expérience de B2B et B2C digital, je me suis dit, écoute, pourquoi 2000 fournisseurs, aucun site internet à jour, et on parle du digital le futur. Je fais un constat. Sur la partie B2C, il y a beaucoup de monde. VP, Amazon, tu sais, showroom privé, tous ces mastodontes. Et sur la colonne B2B, personne. C'est incroyable. Aucun outil pour nous aider, nous, les professionnels de la mode, à développer notre business. Bon, il fallait quelqu'un. Fallait prendre cette place, bah on a pris la place. On a développé la solution. Finalement, c'est quand même un peu Alibaba. Enfin, je veux dire, si, tu dis à personne, mais tu as parfaitement raison. Alibaba est sur la partie B2B et ils sont arrivés en France. Pour la partie B2C, AliExpress. D'accord. Ok. Bien sûr, tu peux commander aussi des produits, comme tu dis, les cartes de visite pour ton beau-père, tu sais, en format centimètre cette fois-ci. Ça, tu peux les commander à travers Alibaba parce que tu vas avoir affaire à des usines en Chine. Ouais. Nous, ce qu'on apporte, l'idée, c'est de dire pourquoi Paris Fashion Shops? Parce que la mode parisienne, elle est connue, mondialement connue. C'est ce rayonnement, c'est important, qui est très important, ouais. Depuis toujours chez toi. Et le côté shops, bah, c'est pourquoi on a développé cette marketplace. C'est pour les magasins. C'est pour ces shops-là qu'on a développé cette marketplace. Donc là, moi, si je vais sur Paris Fashion Shop, je ne peux rien acheter. Tu peux juste visualiser les jolies photos. Ouais. et qu'est-ce qu'il faut que c'est quoi comment je montre patte blanche pour acheter chez toi? Si tu as un magasin qui est dans le secteur de l'activité de la mode, on va te valider ton compte. Ok. Tu rentres ton SIRET. Mon SIRET et tu vérifies. D'accord. T'as combien de clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a plus de 100 000 professionnels inscrits au bout de 3 ans d'exploitation. De même pas à peine 3 ans d'exploitation. Oui, t'as créé il y a 3 ans la boîte ou t'as lancé le site il y a 3 ans? Enfin, en 2016? On a mis un peu comme porter un enfant, on a mis 9 mois pour développer la solution. D'accord. Et on l'a lancé le 15 juin 2016. 15 juin 2016, t'es toujours sur du Magento? Non, du tout. C'est maison. C'est from scratch. D'accord. Et avec les erreurs de début, les erreurs de novices aussi. C'est qu'on a appris sur une solution comme Miracle ou des choses comme ça, tu connais, ouais. J'ai consulté les différentes solutions comme de marketplace comme tu viens de citer et je me suis dit il faut avoir sa propre solution si tu veux aller loin. Ouais. Tu peux commencer mais au bout d'un moment, il faut déménager, il faut changer les trucs et il a fallu développer sa propre techno et sa propre solution parce qu'on fait un métier qui est très spécifique. Donc pardon, oui. Je t'en prie. Pardon. Le métier du B2B est très spécifique. Tu peux pas avoir une solution Magento, au PrestaShop ou autre, au Miracle ou autre, et tu viens, tu plugs, tous tes fournisseurs sont dessus, tes marchands, tes fournisseurs sont là, et tes clients vont avoir leur back-office et machin truc. Non. Finalement, tout est du custom. Tout est du personnalisé. D'accord. Et c'est ça qui est un peu compliqué à mettre en place parce que tu as des notions de pack, tu as des notions de couleurs assorties, tu as des notions de commande qui n'est pas aujourd'hui livrable de suite. Est-ce que tu veux switcher sur d'autres produits? Enfin, il y a énormément de spécificités métiers. Donc ça te coûte un bras et demi à lancer un truc comme ça? Presque les deux, ouais. Ouais, combien? Un peu plus de 300 000 euros d'investissement. Ton investissement initial. Tu le fais toi, ça? En interne, oui. D'accord. C'était pas prévu qu'on fasse rentrer un fonds d'investissement dès le départ. Mais tu sais, cette aventure-là, elle a démarré.
Et un de mes amis qui est aujourd'hui aussi actionnaire dans Paris Fashion Shops m'avait dit, écoute Jackie, c'est simple, une histoire aussi ambitieuse que tu es en train de lancer, forcément, ce qu'on appelle dans le digital la vallée de la mort, c'est 3 ans. Pour voir si, au bout de 3 ans, si ton projet est viable ou pas. Si tu as de l'attraction suffisante pour... D'accord. Si ton projet est viable, tu vas avoir besoin de beaucoup d'argent. Par contre, si ton projet est un flop, bah, tu auras consommé 3 ans de ta vie et tu auras consommé 3 ans de trésor. Donc, aujourd'hui, si tu veux, on peut faire un rendez-vous chez un fonds d'investissement et on regarde ce qu'ils en pensent, les gars. Je me suis dit, tiens, pas con. Alors, attends, avant que tu parles de ce fonds d'investissement, c'est ton trip de la quarantaine, du coup, hein, j'ai l'impression que c'est tous les 10 ans, donc t'as une nouvelle lubie. Tu lances ton nouveau business. C'est toujours dans la continuité de mon métier, ouais. ma passion et mon origine, si tu veux. Tu mets 300 000 € sur la table qui sortent de tes poches? Familial. En termes d'investissement, en termes de Vous êtes combien sur la société d'origine? Toujours 4. Toujours 4? Oui. Tous les 4? Tous les 4. D'accord. Et on a intégré un plus jeune, qui est mon neveu, qu'on a intégré dans l'équipe aussi. D'accord. Pour apporter plus de dynamisme. Qui est opérationnel, qui est actionnaire aussi? Opérationnel et actionnaire, oui. Et donc, CO2 n'existe plus, pardon. Du coup, j'ai dit tout à l'heure, je vais peut-être aller trop vite. CO2 existe toujours. Oui. Et elle est opérée par... Elle est en mode veille jusqu'à ce qu'on ferme la boîte. D'accord. Et donc là, sur Paris Fashion Shop, vous êtes tous les 4, avec tous les 5 d'ailleurs, donc opérationnels à fond. À 200%. D'accord. Je sais pas si c'est à fond, mais en tout cas, c'est 24/7. Ok. Donc vous partez sur quand même un métier très nouveau. Il y a une partie des personnes de tes associés, ta femme, qui restent sur les anciens métiers quand même, de grossistes et moins digitaux? Non. Non, nous on a brûlé les vaisseaux. On s'est dit ok, c'est là, il faut y aller. Il y a pas de retour possible. Ok. Et toi, t'as un rôle de CEO là-dedans? Oui. Comment, pourquoi, je veux dire, j'ai cette situation avec mon frère qui est plus âgé, en l'occurrence. Peut-être que culturellement, c'est moins important. Il n'y a pas de... Pourquoi c'est toi le patron? Très bonne question. Je poserai la question à mes associés et à la famille. C'est une idée qui vient de chez toi? C'est toi le moteur dans tout ça? C'est toi qui as eu envie de faire tout ça, peut-être? C'est peut-être juste simplement légitime. Peut-être que j'ai toujours été un peu le capitaine à bord du navire. Et automatiquement, c'était à moi quand on a confié comment tu appelles ça? Les manettes, les commandes. Ouais, les commandes. D'accord. Et donc, il y a un moment où tu as dit, bon les gars, les filles, là, on arrête, on shift, on passe à ce nouveau truc et tout le monde est parti. Passe au digital. Ok. Non seulement nous sommes passés au digital et nos collaborateurs qui étaient dans la partie physique, on les a aussi digitalisés. D'accord. La styliste est devenue aujourd'hui personal stylist et elle aide les clients à faire leur collection, à choisir leur collection. Tu vois? D'accord. Hein? Mais on a tout digitalisé au fait. Ok. Et donc vous lancez tous sur ce nouveau projet à 300 000 balles. Vous faites pas d'emprunt là-dessus? C'est financement familial au départ. Emprunt, mais ça c'est tout de suite complété par la partie fonds d'investissement. D'accord. Et donc tu fais un peu ce rendez-vous, je dirais pas par hasard, mais c'était pas prévu? C'était pas prévu. Rendez-vous d'1 heure, on est resté 2h30. D'accord. Chez qui? Euraseo. Euraseo, c'est pas... C'est pas petit, non? Non. C'est un des très gros de la place. Mais d'ailleurs, ils font normalement pas d'early stage, si? Ils rentrent dans des petites boîtes comme ça, normalement? Bah, apparemment, le projet leur a plu. Ils étaient pas impliqués déjà dans le centre physique. Oui, dans le CIFA, c'est ça, d'accord. C'est ça. Ok. Une partie d'Euraseo avait déjà investi beaucoup, sur le centre physique. D'accord. Et du coup, ils se disent, là-dedans, il y a des choses à faire. Ils se sont dit, écoute, il y a peut-être un centre digital qui est en train d'émerger et qui va aller très vite. Ouais. Faut prendre un ticket, il faut y aller, quoi. Tu vois, et moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Ils se disent à un moment, là, cette banane, comme on t'appelle en Chine. Il y a un avantage. Oui. Être une banane, c'est ça? Mais peut-être, ouais.
Tu vois, à mon avis, c'est là où je te dis que peut-être ils se disent à l'avenir, tu vois le business qui se passe là-dedans, la légitimité de ce type-là qui est là-dedans depuis, et de cette famille qui sont là-dedans depuis 20 ans et qui connaissent et qui vont se digitaliser. Je pense que ce que je te disais tout à l'heure, ils l'ont bien senti avant moi d'ailleurs. Mais non, tu crois pas que c'est un peu ça aussi? Ça peut aider. Ouais. Cette double culture aide forcément. Et le montant investi, c'est combien? Alors, la mise de départ, c'est un peu plus d'1 million. Ok. La mise de départ. Ok. Hein. Et ça nous a permis à lancer la boîte. Ok. Sur une base de BP aussi. Oui, mais bien sûr. BP, bon, mon premier BP, il était catastrophique. Hein. Ouais. C'est au bout de 6 mois, t'as failli jeter l'éponge. Ouais. Enfin, toi, tu dis non, mais les autres ont failli jeter l'éponge au bout de 6 mois. Quand tu traces ton BP, tu dis, OK, je vais toucher peut-être 0,1% de ce potentiel de marché, qui est de 4 milliards dans juste la petite, le rayon de 2 km de Paris, tu vois, d'Aubervilliers. Et, bah, tu réalises finalement rien du tout. Parce que entre le BP, le prévisionnel et le réalisé, c'est ciel et terre, quoi. Ouais. Et les gars, ils t'appellent, ils te font, Jackie, si tu t'es trompé sur le projet, c'est pas grave, on plie. Tu vois? Et ce soir-là, quand j'ai reçu ce coup de fil, je dis, écoute, si les gars, si vous voulez plier, pliez, quoi. Mais nous, on continue. Mais tu sais, c'est aussi des tests. C'est que... Que tu plies ou pas? Oui, non, mais les coups de fil comme ça, je veux dire, des fonds et des gens comme ça, ils veulent voir la réaction que tu as aussi. Je veux dire, ils veulent pas forcément plier. Mais c'est pas que le test, parce qu'ils te demandent du concret aussi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que dans la résilience et le courage et l'ambition, je veux dire, sur un business récent assez gros de gens proches autour de moi où je disais tel fondateur, il voudra jamais, jamais, jamais vendre à tel concurrent, même si je parle de 50 millions d'euros. Le fonds qui a investi chez tel fondateur, il dit bah oui, mais c'est ça qu'on aime bien chez lui, tu vois. C'est ce côté un peu genre, c'est un guerrier, genre un peu kamikaze et un peu foufou, ouais, c'est ça? Ouais, et puis voilà, il a cette foi, ce truc. Donc je veux dire, c'est ça qui plaît aussi, j'imagine, chez toi. Forcément, si en tant que fondateur, si toi t'as pas cette foi, bah, qui va investir un copac chez toi? C'est normal aussi. Bah, la question qui m'a été posée, c'est bon, bah, t'y crois tellement, ok, d'accord, bah, on remet tous. Moi, je dis bien sûr. Si Deuxième tour de table. Oui, si j'étais en face, si j'investissais moi dans une boîte et que le mec en face, le dirigeant, il remet pas de sa poche, bah, moi, je m'en vais, je me casse. Tu vois? D'accord. J'ai trouvé ça tout à fait normal et légitime qu'il pose cette question. C'est toujours, sachant que dans les bons signaux, c'est quand toi tu mets de l'argent, personnellement, et dans les très bons signaux, j'ai lu ça plusieurs fois, c'est quand ta famille met de l'argent. Parce que, évidemment, autant perdre ton propre pognon, c'est relou. Mais ça n'engage que toi. Ça n'engage que toi. Et si ta famille perd de l'argent, là, ça te fait mal. Ça te fait encore plus mal que, et puis, ton propre argent. Tu perds la face, quoi. C'est compliqué, quoi. T'es une sorte de... T'es en train de devenir un peu chinois, Mathieu. Ouais. La face est vachement importante pour les Asiatiques, pour les Chinois. Mais c'est très dur, ouais, bien sûr. Mais je pense que là-dessus, c'est à part peut-être des gosses de riches qui s'en foutent complètement. Je veux dire, pas la chance d'avoir un parent qui s'appelle Rothschild. Ouais. Mais je pense que si tu t'en fous pas, tu veux vraiment, voilà. Je pense qu'aussi parmi ces longues lignées alors tu parles de Rothschild, il y a aussi des intérêts à tracer aussi, à respecter le travail qui a été fait pendant des générations, mais c'est des cultures qui sont très différentes. D'accord, donc vous lancez il y a 3 ans, les chiffres sont quand même assez vite, assez bons quand même, après avoir passé cette période. Au fait, la première année, ça a été très très compliqué. Ok. Tu sais, c'est comme si je te donne une image aujourd'hui où le physique est en train de s'effacer petit à petit, et tu te dis, en face, il y a l'île au trésor. Pour pouvoir arriver en face, il faut lancer un paquebot et pas juste des petites barques. Ouais. Voilà. Ça marchera pas parce que t'as les vents et marées et les vagues qui vont t'emporter. Donc t'as aucune chance seul. Donc ce qu'on est en train de faire, c'est de dire ok, on va lancer un paquebot, la marketplace, et on va emmener tous ces fabricants, ces fournisseurs sur ce bateau-là pour aller à l'île au trésor en face. Tu vois, c'est ça. Et tu dis que la première année quand t'embarques ces fournisseurs, tu leur proposes le studio digital de shooting photo gratuit. Les gars, ils viennent pas, ils disent, moi, même gratuit, ça m'intéresse pas. Parce que c'est ça la difficulté d'une marketplace, c'est qu'avant d'avoir des gens qui achètent, faut quand même avoir des gens qui vendent. Exactement.
Et ça, la première année, c'était de dire, tu veux convaincre les gens à venir et dire, proposez vos collections. Les gars, ils te filaient des collections de N-1, N-2, N-3, mais pas de nouveauté. Oui. Attends, c'est pas un truc de déstockage, quoi. C'est un truc de nouveauté que tu apportes, tu vois. Tu leur proposes des photos et tu dis, OK, mais c'est normal parce que si tu réalises pas 1% de son chiffre d'affaires et tu te dis, viens, donne-moi les nouveautés, ouais. Il va dire, mon voisin, il va pouvoir voir mes collections et machin truc. Nous, on se dit, aujourd'hui, soit ton choix, il est très simple. Soit tu restes comme tu es aujourd'hui et tu vas t'effacer petit à petit, tu en baisses de perte de chiffre d'affaires chaque année de 10 à 20 points. Combien de temps tu vas durer encore? Soit tu viens sur la partie, on va t'accompagner sur la transformation digitale. T'y crois ou pas au digital? T'y crois ou pas à Internet? Et les gars, ils disent oui, on y croit, mais on n'arrive pas à le faire nous-mêmes. On sait pas le faire nous-mêmes, tu vois. Nous, on est là pour leur dire, on va t'accompagner, on va t'apprendre comment utiliser le digital pour développer ton business. En plus, gratuitement. Et ouais, gratuitement, enfin pour venir, mais pas sur. T'as une commission sur les ventes, C'est sur le succès fees uniquement. Oui, donc, parce que t'as pas de frais au niveau du shooting. Ouais. Le shooting, c'est aujourd'hui 3 studios shooting en interne qui shootent au quotidien et qui alimentent les nouveautés au quotidien. Ouais. Ça, c'est offert. C'est offert par la maison. Et est-ce que tu dirais que le fait d'être du métier, du sérail, peu importe d'ailleurs les origines et les gens du métier, ça a été pour toi là-dessus un avantage fort ou un inconvénient fort? Enfin, fort, pas fort. L'expérience vaut de l'or. Dans tout cœur de métier, tout métier, je pense que ce côté-là où ce qu'on a traversé pendant ces 20 années en tant que fabricant, en tant que grossiste, en tant que même retail, ça t'apprend à justement bâtir cette structure aujourd'hui, que la structure digitale, mais profondément basée sur le physique. Parce qu'on est installé dans le cœur du réacteur. Oui, ce que je veux dire, c'est que tu pourrais aussi voir ça dans un sens qui est, pour disrupter réellement un marché, c'est potentiellement intéressant de pas venir de l'intérieur parce qu'en fait, t'as déjà des codes que tu veux respecter et des gens, etc. Donc si t'arrives et que tu veux tout péter, tu vois ce que je veux dire, c'est pas ton but, toi, de tout péter. Tu veux trouver une lignée, mais il y a quand même un chemin que t'es en train de tordre un petit peu, tu vois, voire beaucoup. Je suis en train de changer la façon que les gens consomment. Donc, venir disrupter le marché ou le métier, quelque part, oui, mais en apportant ce pont qui va permettre justement au physique d'être connecté. Ok. Et c'est ça ce qu'on est en train de réaliser. Et c'est ça. Et la magie se produit aujourd'hui. Tu sais, tu pars d'un rêve et aujourd'hui, cette magie se produit. Et tu as de plus en plus d'inscriptions de vendeurs, parce qu'on est déjà à plus de 650 vendeurs aujourd'hui, en 3 ans. Tu vois, c'est beaucoup quand même. Qui sont donc des Français, des Parisiens? Parisiens essentiellement. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Paris, Fashion Shops, Paris, ce sont uniquement les vendeurs parisiens. Ouais. Tu vois, ça nous permet aussi à notre équipe logistique de pouvoir récupérer toutes les commandes le jour même et de pouvoir expédier le jour même les commandes. Très important. C'est ce que je disais tout à l'heure sur le stock. C'est-à-dire que quand t'es de l'autre côté acheteur, une boutique et que t'es peu importe en France ou à l'étranger, tu peux avoir ta livraison le lendemain ou le surlendemain, quoi. 24-48 heures. Ouais. C'est ça qui est génial. C'est et c'est pour ça c'est ce que tu changes, toi, aujourd'hui. On nous appelle aujourd'hui l'Amazon du B2B. Peut-être grâce à toi, on va nous appeler l'Alibaba du B2B. Alibaba, il est déjà B2B. Donc, on va nous appeler l'Alibaba. Bon, certains nous appellent déjà l'Alibaba. Et c'est quoi le point de bascule, le tipping point, comme on dit, dans tout ça? À quel moment, tu dis la première année était dure, pourquoi et comment ça change à partir d'un an ou plus ou moins? Dans tout, je dirais, projet entrepreneurial, c'est la persévérance qui va payer. On a persévéré. Mais il y a bien, je sais pas, le fait que une personne, un vendeur vienne, qui change la donne par rapport aux autres, ou un moment où il y a une grosse commande, ou non? Notre détermination, tout simplement. Je dirais que, est-ce que tu y crois au digital ou pas? Ouais, mais il y a des gens qui croient toujours à leur truc et qui se prennent des portes tout le temps et qui se tapent la tête contre le mur. Tu vois, il y a bien... Mais là, le mur, il est costaud. Hein. C'est pas juste du parpaing de 15 cm. Mais typiquement, je suis sûr que si je mettais le nez dans tes chiffres, tu vois, je verrais bien un moment où au bout de 12-18 mois, ça décolle. Puis après, c'est généralement sur les business digitaux, quand ça part fort en plus. Au fait, moi, je considère ça comme une image. Je prends beaucoup d'images. C'est un peu comme la mayonnaise. Tu peux secouer. Au bout d'un moment, tu te dis, OK, pourquoi ça prend pas? Et je sais pas, j'ai pas les bonnes méthodes et machin.
Et c'est là où on s'est posé beaucoup de questions. On s'est tapé énormément de tutos avec mon épouse. Tu sais, on est passé dans tous les tutos YouTube. Pourquoi ça ne prend pas, tu sais. Moi, je suis pas issu du digital. Donc, quelque part, tu te dis, OK, t'apportes tout le service gratuitement à tes vendeurs et t'apportes tout ce service-là. Tu leur garantis à tes clients qu'ils aient le même prix. Tu leur garantis le prix que les vendeurs vont mettre sur la plateforme. Ce sont les prix les plus bas. On m'a souvent posé la question, mais du coup, on peut plus négocier tout ça. Mais tu sais, dans le B2B, chez les grossistes, tu négocies sur quelle base de prix? Ils sont pas affichés les prix de base. Donc, quelque part, tu négocies dans le vent. Ouais. Et moi, je viens te garantir ce tarif-là. Tu vois, parce que je représente du volume pour le grossiste ou pour le fabricant. Ouais. Et c'est comme si tu apportes une centrale d'achat aux petits Bien poissons, sûr. aux petits détaillants. Ouais, c'est ce qui est fantastique. C'est quoi ces tutos, juste pour être très concret? Je sais pas, des choses qui t'ont beaucoup aidé? The Family Osama Hamar, Ouais, très bien. tu vois. The Family, donc j'ai eu notamment Alice Zaguri de The Family dans ce podcast, ouais. Typiquement, toute cette partie digitale et toute cette partie environnement start-up. Et ça nous a beaucoup aidé à réfléchir différemment, à réfléchir, dire, OK, bon, on a appris en marchant, quoi. On s'est dit, OK, bah, c'est comme la logique des enfants, une start-up que tu lances, c'est comme si t'as porté le bébé pendant 9 mois, tu l'as accouché le 15 juin 2016, et tu te dis, OK, le bébé, il est un peu faible. Il lui faut du temps. Bah, il faut qu'en tant que parent, il faut qu'on puisse lui accorder du temps et aussi l'accompagner pour qu'il puisse grandir. Je comprends, oui. C'est comme ça qu'on a fait grandir Paris Fashion Shops et c'est comme ça que aujourd'hui, en moins de 3 ans, Paris Fashion Shops est devenu déjà rentable et ça prouve que le business est bon. On parle de combien de chiffre d'affaires à peu près? De flux, de chiffre d'affaires, on est sur la base de 2M. 2 millions 2018. D'accord. Et le flux, c'est 20 millions de flux. D'accord. Nous, notre modèle économique, 20 millions de flux, donc 20 millions d'achats-ventes sur la marketplace. C'est énorme. Déjà, enfin, je veux dire, en 3 ans, c'est beaucoup. C'est tout petit non, mais je comparé au potentiel du marché. Ouais. Tu vois, le potentiel du marché, c'est 12 milliards en France, dans la partie retail. 12 milliards, si c'est un coef de 3, ça veut dire c'est 4 milliards. Je te parlais tout à l'heure du rayon de 2 km du côté de Paris en termes de fournisseurs de prêt-à-porter ou de mode. Ouais. C'est 4 milliards de chiffre d'affaires annuel. Non, mais c'est assez chouette de voir des choses qui font... je veux dire, c'est énorme parce que un business qui fait déjà 20 millions que tu as créé, ce qui est fou aussi, c'est que donc il y a 3 ans, il y a 4 ans, j'exagère un peu, mais tu connaissais rien au digital. Enfin... Alors, attends, je reviens sur 99, mon premier site internet, je l'ai payé 100 000 francs à l'époque. Tu vois, j'y croyais quand même au digital. Oui, tu y croyais. Mais tu n'étais pas un gros expert. Je veux dire, 20 ans après, tu n'avais pas bossé pendant 20 ans dans le digital, tu vois. J'ai toujours gardé cet œil. Tu sais, quand j'ai lancé ma boîte en 94, le WW, c'était 93. Oui. Tu vois, Bezos, Amazon ont lancé en 94 sa boîte. Hein. J'aurais pu très bien lancer le Paris Fashion Shops en 94. C'est vrai, mais je veux dire, ça aurait pas marché probablement en B2B, ça c'est sûr. C'était pas le moment. Tu vois, en 94, c'était pas le moment. En 99, c'était pas le moment. Là, ton time to market est très bon, je pense. T'es en train de le prouver. Mais ça donne aussi beaucoup d'espoir. Je veux dire, t'as pas 25 piges. À 40 ans, tu as décidé de monter dans le business du digital. À 45 ans, tu es en train d'y arriver, en tout cas de faire vraiment un volume d'affaires impressionnant et des chiffres d'affaires qui vont dépasser tout ce que tu as fait avant, assez vite en fait. Moi, je trouve ça intéressant et je trouve ça important parce que souvent, en fait, tu vois, j'ai lu des trucs il y a 1 ou 2 ans qui m'ont beaucoup marqué, qui ont beaucoup marqué beaucoup de monde, beaucoup de gens m'en ont parlé déjà, qui étaient... avant 25 ans, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on est, t'es trop jeune. Après 45 ans, t'es trop vieux. Pour beaucoup de boîtes, pour de l'employabilité, sur plein de choses, etc. Ce qui est une perception qui est pas totalement fausse. Je dis pas que le fond est vrai. C'est la perception de beaucoup d'employeurs, quoi. Et en fait, je pense que c'est complètement de la connerie. Et toi, t'es en train de montrer. Il n'y a pas d'âge pour non, mais et tu vois un mec comme Walt Disney, Michael Bloomberg. Oui. Michael Bloomberg, il a monté sa première boîte, je crois, à 39 ans. Enfin, tu vois, après, il a été
dizaines de milliardaires, maire de New York. Enfin, tu vois, il a quand même fait des trucs incroyables. Et avant, il était employé tout le temps. Je veux dire, donc il y a pas d'âge pour tout ça. Il y a pas d'âge pour apprendre parce que toi, t'as tout appris. Tu peux apprendre sur YouTube gratuitement. T'es pas obligé d'avoir ton putain de bac. Tu vois, non, mais je suis désolé de dire ça comme ça. Deuxième fois que je dis putain dans ce, je suis désolé. Troisième. Ouais, voilà, 3 du coup. Non, mais ça m'énerve de t'entendre dire il faut que je le passe. C'est tellement, non, je suis pas d'accord, tu vois. Et je veux dire, ce que tu fais là, c'est fou et c'est de l'intelligence brute d'aller chercher tout ça sur YouTube, les podcasts, tout ça. L'apprentissage, il se fait ailleurs, quoi. Il se fait aussi dans des grandes universités par le biais de MOOC, de choses comme ça, mais qui nécessitent pas aujourd'hui pour avoir des certificats officiels. Voilà, on n'est pas obligé. C'est pas toujours les meilleurs, mais je veux dire des MOOC sur Harvard sur le référencement naturel ou sur les méthodes Lean ou sur comment créer un site internet. J'imagine, ça se trouve un peu partout, Virginia Tech, voilà. Je trouve ça vraiment très impressionnant. Aujourd'hui, donc, vous êtes rentable. Oui. C'est pas l'objectif enfin, c'est un objectif d'être rentable, mais je veux dire... C'est un premier objectif pour dire est-ce que le business model est viable ou pas. À partir de ça, c'est du no limit. Voilà. Mais donc là, la next step, c'est quoi? C'est de lever 50 millions et pour arriver. Alors, si tu veux arriver la première suite, la première suite pour moi, ce serait de dire déjà gagner le prochain concours de la BFM Academy. D'accord. Donc je fais partie des 4 heureux finalistes. Ce sera le 24 juin en direct sur BFM Télé et BFM Business. D'accord. À 19h. Je vous invite à... Il faut voter, il y a des votes, c'est ça? Ah oui, s'il vous plaît. Bon, très bien. Je fais un appel au vote. Ok. Donc, à partir de 19h, le lundi 24 juin, pub. Écoute, ce que tu feras, si tu y penses, c'est que tu m'enverras pour y faire penser tout le monde. Alors, mettez-le tout de suite dans vos agendas. Le lundi 24 juin, c'est pas compliqué, c'est gratuit. Et puis, j'essaierai de le repousser, et vous, sur LinkedIn ou en story sur Instagram, etc., pour que tout le monde y pense. Alors, très bien. Ça, c'est la première suite. Et il y a la deuxième suite, pour moi, ce serait, si je peux appeler ça une suite royale, ce serait de dire porter cette victoire, de gagner cette victoire et de la mettre au service du succès de mes détaillants, de ce commerce indépendant qui me tient à cœur et pourquoi j'ai fondé Paris Fashion Shops. Et pour y arriver, c'est une très belle logique. Je pense que plus que le chiffre d'affaires et le lever de fonds, j'apprécie vraiment aussi cette démarche. Pour y arriver, le chantier est quand même immense parce qu'en fait, je sais pas comment tu peux faire en sorte. Alors, c'est probablement en leur proposant des fringues, des accessoires mieux, plus rapidement, qui correspondent plus à ce qu'ils veulent, etc., qu'ils vont réussir à faire revenir des gens dans leur boutique. Mais quand tu vois sur certains, le carnage de certaines villes moyennes de province, avec tous les magasins dans le centre-ville qui ferment, parce qu'en plus on te met tout dans les centres commerciaux. Alors bon, t'as des clients aussi qui sont dans des centres commerciaux, mais je veux dire, et puis tout le monde achète sur Internet. C'est la vie qui est en train de disparaître maintenant. Ouais. Tu sais, les centres-villes, les commerces indépendants, c'est souvent ceux qui travaillent par passion et ce sont aussi des passeurs, ce que j'appelle des passeurs. C'est ceux qui transmettent aussi leur passion du métier de la mode à nous, consommateurs. Au fait, ton magasin de quartier ou ton magasin de détail de chaussures ou de jeans en bas de chez toi, la personne qui tient ce magasin-là est là depuis 20 ans, depuis 30 ans peut-être, et a besoin aujourd'hui d'avoir des outils pour pouvoir continuer et ne pas avoir peur de devoir fermer dans les 3 mois à venir. Tu sais, il y a une tendance, il y a une couleur qui est très à la mode en ce moment, c'est la couleur jaune. Ça sent beaucoup aujourd'hui. Tous les samedis, on a ça dans la rue. Apparemment, mais ça, c'est catastrophique, quoi, pour tous nos commerces de détail, de commerce de ville. Moi, j'ai pas envie de voir ces commerçants disparaître, tu vois. Je comprends et je te suis là-dessus. Surtout que c'est du business en local, mais l'ambition, elle est très compliquée pour toi parce que, je veux dire, ces gens qui sont là depuis 20 ou 30 ans, ils ont pareil, des patterns, ils ont une manière de travailler et d'acheter qui est pas Paris Fashion Shops. C'est ça qui était très difficile la première année. Comment tu les convaincs? Tu vois? Une fois que tu as les gens même sur Moi, ce que je leur demande, ce que j'essaye de leur faire comprendre, c'est que je ne cherche pas à créer un virage de 90 degrés. Je leur demande de dire, tester tout gentiment et tout doucement nos outils. Où et comment tu fais ça? Alors,
il y a une chose qu'ils ont du mal encore aujourd'hui à comprendre, c'est de dire, OK, bah, dans le marché B2B, en négociant directement, on va forcément avoir des prix moins chers. Et ça, ils n'intègrent pas cette garantie qu'on offre aujourd'hui à nos boutiques. Parce que si tu trouves moins cher, moi je dirais c'est un peu le contrat de confiance, le truc de Darty là, c'est que si tu as trouvé moins cher, moi je te rends la différence. Tu vois, je peux te garantir ça. Mais tu le fais comment pour les trouver? Tu as un énorme stand comment alors, au salon on fait, effectivement, au salon on expose au salon à Who's à Paris 2 fois par an. Et au-delà de ça, on a quand même un leads entrant qui est énorme. On a plus de 1000 aujourd'hui d'inscriptions qualifiées par mois. Côté client. Ouais. Tu vois, ouais. Ça, c'est énorme quand même. Du coup, ça va faire venir. Là, tu es rentré dans ce vrai cercle vertueux de la marketplace. Si tu as 1000 clients par mois, tu vas avoir des fournisseurs qui vont vouloir venir beaucoup de plus en plus. Je vais avoir besoin aussi de pouvoir lever beaucoup pour pouvoir apporter, pour pouvoir embaucher, pour pouvoir apporter ce service client, pour intégrer des équipes de dev supplémentaires. Jouer aussi sur l'IA ou l'AI en France, on dit AI ou IA, mais bon. Intelligence artificielle, ouais. Ok, IA, pour dire que en termes, ce qu'il faut créer, c'est un petit peu le Spotify de la mode. Ton magasin, il est à Caen et que tu as besoin d'imperméables pendant ce mois ce mois pluvieux, bah, tu vas les avoir directement sur Paris Fashion Shops et Paris Fashion Shops va pouvoir te recommander pour ton quartier. Et tu peux en commander 4 pour la semaine au lieu de 400 en début de saison, 40 et bloquer ta trésorerie pendant 3 mois. C'est ça que t'apportes vraiment. C'est super. De la fast fashion. Et pour que leur dire à tous ces boutiques de détaillants que il y a un avenir. Et c'est ce qu'on est en train de leur apporter. Le digital pour qu'ils aient un avenir. Écoute, je suis ravi. C'est vraiment un super épisode. Je vais te poser 1 ou 2 questions rapides sur 2-3 petites choses. Si t'avais l'opportunité de dire au petit Jackie, juste avant de monter dans l'avion, là, quand t'as pas bouffé, que t'as pas bu, puis parce que tu savais pas qu'il y avait des toilettes dans l'avion, si t'avais l'occasion de te dire quelque chose et de te glisser un mot à l'oreille, qu'est-ce que tu te dirais? T'as qu'à boire et manger, il y a des toilettes dans l'avion. Pas con. Bon, alors à la descente. À la descente, j'ai filé, j'ai couru vite vers les toilettes, tu vois. D'accord. Et puis mange un truc, quoi, t'as faim. Qu'est-ce que tu m'as dit un peu quelques exemples de ressources sur YouTube. Est-ce que tu as des bouquins de référence? Est-ce que tu as des... Il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'est de Jim Collins, de la performance à l'excellence. D'accord. Écoute, je ne le connais pas. Et il a un deuxième bouquin qui s'appelle Bâtir pour durer. Ok. Ce sont les deux que je peux recommander, si ça peut aider certains entrepreneurs qui démarrent ou certains qui ont l'idée d'entreprendre. J'essaie de taper tout doucement parce que je me suis rendu compte, je suis désolé à ceux qui m'écoutent de temps en temps, c'est que j'entends des bruits de clavier dans chaque, ce qui m'insupporte dans chaque épisode. Mathieu est en train de googler. Ouais, non, je les note, mais pour les avoir, parce que pour vous les aurez, ces bruits de clavier me servent à vous les mettre après en note dans les notes du podcast. Je reviens sur ta première question, Mathieu. Ouais. Tu dis que si tu dois murmurer à l'oreille du petit Jackie, pour moi, petit Jackie, j'ai 2 petits Jackie qui sont mes garçons, 16 et 14 ans. D'accord. Et je leur dis toujours une chose, c'est que les gars, on est au milieu de la montagne. Vous avez le choix de descendre, c'est très facile, mais de monter au sommet de la montagne, c'est très dur et vous allez devoir travailler. Donc, persévérance, travailler, et quand vous arriverez en haut de la montagne, vous allez voir le paysage et les gens vont vous regarder avec un regard, avec ce respect. Ça, c'est important. Toujours persévérer et aller jusqu'au bout de ses rêves. C'est ce qu'on est en train de faire. T'as déjà entamé la V3, toi? La V3, je dirais que c'est ce que je leur dis aux garçons. Je dis, vous serez la V3. Nous, on sera toujours sur la V2, mais vous serez sur la V3. T'es quand même un peu sur la V3 déjà. Je veux dire, t'as pris un peu le pas. Je veux dire, avec Paris Fashion Shop, t'as un peu pris les devants. T'es obligé de projeter sur la V5, Mathieu. Ouais. Et tes 2 garçons,
Disons, vous êtes que des garçons dans la famille, vous. Toi, Bah oui, 3 frères, tu vois. Chaque frère a 2 garçons. Donc, du coup, on sépare que des mecs chez nous. Tes 2 garçons, ils sont partis, tu crois, pour continuer les business familiaux? C'est des schémas qui sont un peu... Non, la V3, ce qu'on leur demande, c'est d'avoir le support de la V1 et la V2 et se dire apporter autre chose parce que vous devez vous améliorer. Tu parles chinois à la maison? C'est con parce qu'on parle que français finalement. Même quand on s'engueule avec mon épouse, on s'engueule en français. Donc eux parlent pas chinois? Si, ils sont bilingues. Ok. Écoute, je pense que j'ai à peu près tout ce que je voulais. J'aurais eu plein de questions à te poser encore, mais je pense qu'on a fait déjà un très bon tour et puis qu'on en fera un deuxième quand Paris Fashion Shop aura sauvé le commerce de détail. Je te remercie pour toute cette découverte, que ce soit le sentier, je suis toujours intrigué par les communautés et tu vois, on voit toujours ça d'un œil externe et là j'ai eu l'impression de le vivre de l'intérieur avec toi et grâce à toi, donc c'est assez passionnant, c'est plein d'enrichissement, donc merci Jackie pour tout ce temps. Merci à toi Mathieu. Et voilà, c'est une très belle rencontre. À tous, donc je te dis au revoir et puis à tous qui nous écoutaient, je voudrais vous dire aussi un mot. Et vous remercier aussi, je le fais de temps en temps, pas toujours, je vous demande des choses, je vous demande de noter le podcast 5/5, de le partager, c'est important, donc je l'ai refait, c'est bon. Mais aussi vous remercier pour tous les messages que j'ai fait il y a quelques épisodes, je le refais parce que j'essaye de répondre, la plupart du temps je le fais, mais chaque message, chaque partage, pour moi c'est vraiment une bénédiction. Ce podcast a encore progressé de 30% le mois dernier, c'est juste n'importe quoi. C'est grâce à vous et je suis presque ému en vous le disant, mais je sais pas, enfin pour moi tout ce qui se passe autour de tout ça, toutes les rencontres que je fais là avec Jackie, et les 10 et les 80 précédents, hein, c'est vraiment chacun. C'est une chance que vous me donnez et vous imaginez pas vraiment le bonheur que j'ai à faire tout ça. Donc je vous remercie parce que c'est grâce à vous et je vous dis au prochain épisode. On va faire un bel été et puis plein de choses pour vous. Je vous souhaite plein de courage. J'ai plein de bons messages aussi de gens qui me disent qu'ils se lancent grâce au podcast ou que le podcast change leur lancement depuis qu'ils se sont lancés parce qu'ils apprennent plein de choses. Tout ça, c'est que du bonheur. Et puis si vous vous plantez, c'est pas grave, vous rebondirez et allez-y quoi. Voilà. Et donc j'ai jamais dit ça, je crois, mais je vous embrasse un par un et je vous remercie pour tout. À bientôt sur Génération Do It Yourself. Bravo, vous avez écouté cet épisode de Génération Do It Yourself jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça m'aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous me laissez votre email sur gdiy.fr, je vous enverrai l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, n'oubliez pas que si vous avez des besoins en accompagnement digital, toute l'équipe de Cosa Vostra va vous bichonner comme il se doit si vous nous écrivez sur contact@cosavostra.com. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous embrasse.